On ne présente pas Antoine Peillon, et d'autant moins que je vais lui laisser le soin à la fois de se présenter et surtout de nous expliquer pourquoi il est là ce soir à la librairie pour nous parler d'un livre qu'il a publié il n'y a pas très longtemps. Oui, alors je me présente quand même, hein, parce qu'on ne me présente pas, mais donc je suis journaliste depuis maintenant 35 ans. Actuellement, je suis journaliste dans un quotidien qui s'appelle La Croix, où je suis grand reporter, et où je m'occupe beaucoup, principalement, des sujets portant sur les actions de solidarité des associations, tous les gens qui s'occupent de solidarité. Ça n'a pas grand-chose à voir avec une autre activité que j'ai, qui est une activité d'auteur depuis assez longtemps. Il y a eu plusieurs livres, dont des livres qui ont porté sur des questions un peu douloureuses ou un peu fâcheuses, telles que l'évasion fiscale, la corruption, les mouvements sociaux réprimés. C'était déjà quand même le cas sous François Hollande, par exemple. Et puis, dernier livre paru maintenant il y a tout juste un mois, je crois, Cœur de boxeur, le vrai combat de Christophe Détinger. Christophe Détinger, alors je crois qu'il est lui très connu, peut-être en deux mots quand même. C'est ce personnage qu'on a vu le 5 janvier de cette année, boxer sur la passerelle Léopold Sédar Senghor, des gendarmes, où on a vu que par ce personnage, hein, qui tout de suite est assez impressionnant physiquement. Il est très grand, on voit qu'il est très costaud, et puis surtout, il est apparu immédiatement qu'il était expert en boxe anglaise, qu'il était très compétent en boxe anglaise, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs avec beaucoup d'élégance, enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu, mais j'ai pas été le seul. Et surtout, il fait à ce moment-là, ce qui est un peu exceptionnel, il fait reculer les gendarmes. Il frappe dans des visières de casque, il frappe sur des boucliers, il frappe aussi un peu sur le corps d'un des deux gendarmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a deux gendarmes qui ensuite ont porté plainte contre lui, et c'est ce qui a entraîné toute une procédure judiciaire contre Christophe Détinger. Mais voilà, il donne des coups en très beau et très bon boxeur, et David contre Goliath, il sort un peu vainqueur de ce combat. Alors il est un peu habitué à être vainqueur dans les combats de boxe, parce qu'il a été de nombreuses années champion de France de boxe anglaise dans sa catégorie. Je vous donne tout de suite le gabarit, c'est 1m90, 90 kg, 90 kg de muscles, donc c'est quand même très puissant. Voilà, Christophe Détinger, je le rencontre comme des dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes. Le 5 janvier même, hein, c'était un samedi, donc un jour de manifestation des Gilets jaunes, parce que je vois cette vidéo qui est devenue, on dit, virale, qui a circulé partout, de Christophe Détinger en train de boxer les gendarmes. Et moi, bien sûr, je vais aux manifestations, d'ailleurs les samedis, mais après je regarde, comme tout le monde, des vidéos pour savoir ce qui s'est passé, l'actualité, et là je vois cette vidéo. Et je suis, je peux le dire, très favorablement impressionné, c'est-à-dire que j'assume de dire que, première chose, je trouve que sa façon de faire n'est pas une façon de faire bestiale, très loin de là. Je trouve que sa façon de faire est une façon élégante, c'est le mot qui m'est venu, mais il n'est pas venu qu'à moi. Dans une discussion avec le directeur d'un très grand site internet d'information,
fondateur et directeur, c'est le mot qui lui est venu aussi quand on a parlé ensemble de Christophe Détinger. Je ne suis pas autorisé à dire son nom, mais vous devinez certainement qui il est. Et puis, la deuxième chose, ce qui évidemment me plaît aussitôt, eh bien, c'est qu'il fait reculer les gendarmes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion de tout ce que l'on subit, de tout ce que subissent les Gilets jaunes, qui déjà à l'époque, je crois que c'est l'acte 8 des Gilets jaunes, tout ce qu'ils subissent déjà de violence policière. Alors le mot déjà à l'époque commence à circuler, violent, enfin le double mot, mais il n'est pas autant thématisé qu'aujourd'hui. Il n'empêche que toutes les personnes qui, chaque samedi, vont manifester, subissent des choses que l'on n'a pas subies, ou pas à ce point-là, depuis très longtemps. Et pas de façon si systématique et chaque samedi en permanence. Et donc il y a quand même un sentiment d'humiliation. Il y a un sentiment de peur. Moi j'entends autour de moi, mon épouse qui est ici, aller dans les manifestations. C'est pour des gens qui ont envie de manifester. C'est pas facile parce que déjà à l'époque, cette politique de terreur que représente cette répression policière a des conséquences sur la possibilité d'aller manifester. Et Christophe, il a tout de suite ça à l'esprit quand il va immédiatement justifier son geste, c'est-à-dire c'est dès le lendemain par une vidéo qu'il tourne lui-même, avant de se rendre à la police le surlendemain. Donc le dimanche, il tourne là où il est, il a réussi à trouver un refuge. Il tourne une vidéo et il explique de façon déjà très complète, très dense, très directe et très humaine en même temps, les motifs qui ont été les siens. Je vois aussi, bien sûr, cette deuxième vidéo très rapidement. Il dit, première chose, qu'il y a ces violences insupportables de la police et qu'il a réagi à ces violences. Que ça a été, comme à un moment donné, une sorte de ras-le-bol de cette violence et qu'il dit, j'ai pété les plombs un peu, voilà, j'étais un peu enragé. Aïe, et c'est pas la police ce coup-ci. C'est pas grave. Ça va? C'était pas la police, mais ça peut faire mal. C'est les risques du métier. Mais pas autant que la police, Non, Michel. posez-le, là, je vais le ranger après. Ouais, c'est super. Il dit ça, il dit qu'il réagit à la violence policière parce qu'il a fait tous les rassemblements des samedis précédents. Il a commencé près de chez lui, sur un rond-point, mais il dit que depuis le début, il est témoin. Lui, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas naïf en termes de violence physique, il la connaît. Il dit, je vois maintenant, et j'ai vu des choses qui sont insupportables. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il est en solidarité. Il a un propos déjà, finalement, très politique. Il dit qu'il est en solidarité avec les Gilets jaunes, qu'il regrette un excès de violence de sa part, mais il dit continuez le combat. Ce qu'on fait, ce que j'ai fait et ce que nous faisons ensemble, nous les Gilets jaunes, parce qu'ils se revendiquent Gilets jaunes, c'est légitime. C'est absolument légitime. Il n'y a pas de doute dans son esprit, et même après l'événement du 5 janvier, il continue de se dire bon, j'ai un peu déconné, j'ai exagéré, je le regrette, il le dit, mais je ne lâche pas ma conviction et je ne lâche pas l'idée que c'est légitime. Voilà. Il ne dit pas alors, parce que c'est encore confus, et c'est le troisième motif et il deviendra très important après. Et il est vérifié, je peux vous le dire, et journalistiquement, mais aussi judiciairement actuellement. En fait, il vole au secours d'une femme qu'il voit être prise à partie par 2 gendarmes principalement, mais surtout un, jeté à terre et littéralement tabassé, c'est-à-dire à la fois matraqué et recevant des coups de pied, alors avec les chaussures de gendarme, hein, et de façon tellement violente qu'il a le sentiment instinctivement que cette femme est vraiment en danger, qu'elle est mise en danger par cette violence, alors non pas policière en l'occurrence, gendarmesque. Oui. Mais il se précipite instinctivement parce que il veut sauver en fait cette femme. Alors c'est sans doute ce qu'il a à l'esprit, même si c'est pas formulé comme ça, et c'est elle-même qui plus tard, mais très rapidement après, va formuler ce thème de « je suis sauvé », même sauver la vie. Mais chez lui, c'est spontané et c'est véritable parce que
c'est bien sa mentalité profonde à Christophe Détinger. Alors voilà, les trois motifs, l'horreur des violences policières dont il est le témoin, l'engagement qui est le sien, et puis quelque chose de circonstanciel, c'est un acte instinctif de sauveteur, comme les gens qui sautent dans la Seine parce que quelqu'un est en train de se noyer. Alors, voilà, moi je reçois tout ça, je le comprends comme ça instinctivement quand je regarde ces vidéos. Puis après, je lis, puis je vois qu'il se rend à la police très vite, et puis je vois qu'on tente de faire, comme pour tellement d'autres, un procès en comparution immédiate, que finalement, heureusement, il a deux avocats, un avocat et une avocate qui ont très rapidement été à ses côtés. J'espère qu'ils vont arriver, mais ça va arriver bientôt. Et donc, le procès en comparution immédiate fait chou blanc, enfin bon, ça n'a pas lieu. Il est reporté, le procès est reporté au 13 février. Et puis donc, le 13 février, il est condamné très lourdement, avec une peine de prison effective, enfin pas avec sursis. Bon. Quand je vois tout cet épisode qui se déroule du 5 janvier jusqu'au 13 février, je confirme de plus en plus dans mon esprit l'idée que cet homme-là a fait quelque chose d'exceptionnel, mais bien sûr quelque chose de spectaculaire, mais en même temps quelque chose d'exceptionnel du point de vue de la qualité humaine, de la qualité politique, et finalement, quand je vois ensuite la suite judiciaire, le courage, l'honnêteté, parce que même le 13 février, il ose, lui, se tourner vers les deux gendarmes qui sont donc les plaignants. Il leur parle directement. Il leur parle avec énormément de franchise, reconnaissant ses torts, s'excusant très très sincèrement, alors qu'en face, enfin, les deux gendarmes ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. En face, on a au moins un gendarme qui n'est là que pour le tacler, et puis alors surtout tout l'appareil judiciaire. Et je finis là-dessus sur mon motif, c'est que je perçois dans toute cette série judiciaire, qui commence avec la tentative de comparution immédiate et puis le procès du 13 février, je vois clairement une entreprise de justice politique. Une entreprise qui est une entreprise de la part de l'État, à travers notamment bien sûr le parquet, donc les procureurs, une entreprise de démolition la plus violente et la plus profonde possible d'un exemple en fait. Alors, bon exemple pour tous les gilets jaunes, parce que le succès de Christophe Détinger et de la vidéo où il boxe est phénoménal. Des dizaines et des dizaines de milliers de gens finalement la font circuler, mais positivement, en disant merci Christophe. Très rapidement, il y a un mouvement très massif de reconnaissance, voire même de gratitude à ce qu'a fait Christophe Détinger. Exemple du point de vue négatif, exemple de l'État, de Macron lui-même, qui se mêle d'avoir des paroles personnelles devant un petit cénacle de journalistes de cour pour disqualifier Christophe Détinger. Et là, définitivement, quand on arrive vers la mi-février, je me dis que je suis journaliste quand même, je me dis, oui, il y a un vrai sujet là. Il y a un vrai sujet, il y a le personnage lui-même, pour lequel je ressens beaucoup de sympathie instinctivement, mais il y a aussi la dimension politique de ce qui se passe avec les Gilets jaunes, et puis il y a ces violences policières dont je suis aussi le témoin, que je vois sur le terrain lors des manifestations, et puis qui m'horrifient totalement. Et puis il y a la violence judiciaire, et la violence judiciaire qui est une violence politique. Donc s'articule à partir de la mi-février, dans ma petite tête, toutes les dimensions un petit peu du sujet. Et c'est ça que j'essaie de retranscrire, de redonner dans l'écriture du livre. Alors en pratique, et je finis là-dessus, le livre, je l'ai écrit, je le dis au début, là, dans une sorte de préface, avec beaucoup de rage quand même. Je suis très enragé, je suis très meurtri par ce qui se passe dans notre pays, très meurtri par les violences policières, très meurtri par la violence judiciaire, très meurtri par la politique, par le gouvernement, par Emmanuel Macron lui-même. Je suis horrifié même par tout ça.
Donc j'ai une sorte de rage. En même temps, en écrivant sur Christophe d'Ettinger, je me dis qu'il y a des aspects très positifs qui sont vraiment portés par Christophe d'Ettinger lui-même et par ses amis, par son épouse, par ses amis, par tous les gilets jaunes. C'est ce que j'appelle, je reprends une vieille idée de George Orwell, qui est la décence. Alors c'est common decency, c'est la décence ordinaire ou la décence commune, quand on essaie de traduire. En fait, c'est l'éthique des gens du peuple. C'est la morale, mais au beau sens du mot morale, des gens du peuple, tel que George Orwell l'a vu, lui, dans l'Angleterre très misérable de l'avant-guerre, de l'avant-seconde guerre mondiale, où il l'a vu aussi en Espagne, quand il est allé faire la guerre d'Espagne. C'est comment dans le peuple, il y a cette capacité culturelle, c'est pas instinctif, c'est pas de la nature, culturelle, à être dans la solidarité. Et la solidarité de base, la solidarité physique, la solidarité sur les gestes quotidiens. Comment on a de la dignité, comment on vénère quelque part la transmission des valeurs, de la culture, de la mémoire. C'est tout un bloc comme ça de ce qu'on, je crois, on connaît tous, qui est cette culture populaire, qui est une culture qui est une résistance, et c'est un point très important chez George Orwell, est une résistance aux dominations, une résistance aux violences. Salut Nicolas. Donc voilà, éditeur au lien qui libère, Nicolas. Et, voilà. Christophe d'Ettinger, son épouse, sa famille, ses amis, pour moi, ils représentent vraiment ça. C'est ce que je reçois quand je vais dans les manifestations. Je discute avec beaucoup de gens, je les photographie, je fais parfois des petites vidéos. Les manifestations, moi ça fait 40 ans que je fais des manifestations, au moins. Parce que petit, j'avais fait des manifestations en mai 68 emmenées par mes parents. Donc j'ai l'expérience des mouvements sociaux et des manifestations. Et là, je peux vous dire que ces manifestations de Gilets jaunes, enfin bon, j'étais surtout à Paris, en qualité, appelons ça comme ça, en qualité humaine, en qualité aussi de dialogue, en qualité de motifs au pluriel, parce que les motifs sont vraiment pluriels, bah, je trouve qu'on est dans une période nouvelle et très encourageante. C'est comme ça que je le reçois. J'ai sans cesse j'entends des mots, j'entends des paroles, je reçois des messages maintenant depuis l'apparition du livre, qui vraiment m'épatent du point de vue de la qualité. Bon, depuis Christophe d'Ettinger, Karine, j'espère qu'elle va avoir des problèmes de circulation. Karine, tout son environnement personnel et ses amis. Et puis, j'ai vérifié, puisqu'on est, bien sûr, on a fait connaissance. Dès le premier instant, il y a eu une sorte de reconnaissance entre nous. Un coup d'œil à travers une vitre de voiture. Puis les discussions, immédiatement des discussions qui m'ont estomaqué sur qu'est-ce que c'est, enfin leur horreur, tous les deux, ils sont vraiment, Karine et Christophe, les séparer, c'est normalement impossible. Bon, la police et la justice l'a fait, mais je crois qu'ils en ont énormément souffert. Mais voilà, quand ils sont tous les deux, qu'on parle ensemble, Marion, on est allé chez eux en famille. C'est extrêmement puissant, extrêmement fort sur toutes ces valeurs dont je vous parle, toute cette décence commune et ordinaire, mais aussi la politique, le jugement sur notre société, et puis pas la politique politicienne, bien sûr, Macron, n'en parlons pas, il en prend plein, mais la question de l'effondrement, la question de l'écologie, la question des discriminations, ils y sont extrêmement sensibles. Lui, il est yéniche, Yéniche, c'est une ethnie, c'est difficile de dire gens du voyage, ça ne plaît pas à certains, mais enfin bon, les tziganes et tout ça. Leur sensibilité à l'histoire de la Shoah, l'histoire de l'anéantissement des Juifs, incroyable. Leur sensibilité à toute personne qui est discriminée, y compris par le fait de handicap. Karine, je ne veux pas dévoiler trop de choses, mais elle est d'une famille où le handicap est une histoire très lourde. Et elle a vécu dans sa chair, en tant que sœur aînée ou fille aînée
de gens qui avaient des handicaps, ces discriminations insupportables pour des enfants en tout cas. Donc ils sont marqués tous les deux dans leur chair, parce que lui aussi, enfant, il a vécu cette discrimination qui venait du fait de son identité ethnique. Ils ont une révolte viscérale contre toute atteinte aux plus faibles. Et ça boucle un peu le geste de Christophe qui se porte avec un tel instinct au secours de Gwenaël Antinori. C'est parce qu'il fait ça avec tout le monde. Il est connu partout, et ça a été reconnu par des centaines de lettres qui sont arrivées au tribunal correctionnel le 13 février, le jour de son jugement. La présidente du tribunal a dit toute cette caisse de toutes ces centaines de courriers. Tout le monde le connaît parce qu'il a changé la roue de voiture, parce qu'il s'est précipité pour sauver le chat, parce que voilà, il s'occupe de tout le monde, tout le temps, de façon parfois peut-être il en a conscience, peut-être excessive même, mais c'est comme ça, c'est son type moral. Voilà, j'ai été très long, Dominique. Particulièrement. C'est peut-être un peu confus, mais on va passer la parole au public s'ils ont des questions à poser. Moi, j'en aurai bien sûr. Pour lancer le débat, tu n'as peut-être pas insisté assez sur le fait que ton livre n'est pas juste un témoignage parmi tant d'autres sur ton ressenti à propos de cet aspect des Gilets jaunes, mais que tu as fait une enquête très sérieuse. Alors je sais bien que certains des invités devaient contribuer à éclaircir cet aspect, mais en attendant qu'ils soient là, tu peux expliquer tout le caractère quand même assez étonnant et à mon avis significatif et instructif après l'appareil répressif immédiat, la manière inique dont s'est comporté l'appareil judiciaire, surtout comparativement à toutes sortes de faits spectaculaires qui ont eu lieu du côté de la Macronie et ailleurs dans le même temps, et où les gens se courent toujours libres un peu partout, de par le monde d'ailleurs, pour négocier des affaires en rapport avec les turpitudes du pouvoir. Donc tu as fait une étude très sérieuse auprès des témoins, des avocats, etc., sur tout ce qui s'est passé après, et comment, qui vient pour l'instant de connaître un répit, puisque donc il est sous contrôle judiciaire, libéré, et donc dans l'impossibilité malgré tout de se rendre où il veut, notamment ici ce soir pour témoigner. Mais est-ce que tu peux expliquer comment c'est quand même une bonne partie de ton livre, ça? Oui, c'est une partie qui n'est pas très visible, oui, parce que je ne me suis pas étendu dans le livre sur ça, mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où je m'attachais à ce personnage, il fallait que je vérifie quand même que je n'allais pas me mettre sur un mauvais cheval, disons. Et vous savez qu'il a été soupçonné d'être d'extrême droite, par exemple, parce qu'à un moment donné, il avait liké une photo de Marion Maréchal Le Pen. J'avais dit Marine à Denis Robert, mais c'est bien sûr Marion. Bon, l'explication, on est vraiment aussi avec des gens qui vivent la vie comme elle est. C'est qu'il l'avait trouvée jolie. C'est authentique, il raconte ça devant Karine, on est à table, en famille d'ailleurs. Bon, alors là, évidemment, les flics et ceux qui sont les auxiliaires des flics, c'est-à-dire certains journalistes, oh, voilà, on a le facho de service. Vous avez vu le crâne, là Puis les boxeurs sont tous fachos, bien sûr. Bon, il y a eu cette tentative de le disqualifier politiquement. Il y a eu la tentative... Qui était d'ailleurs générale vis-à-vis de tous les Gilets jaunes. Bien sûr, antisémite, le livre revient... homophobe, voilà, facho, tout ce qu'on voudra... Ce jour-là, je me souviens du complotiste écrit où les faits se sont produits. Je me souviens que le soir même, moi j'étais comme toi fasciné par ça, et j'ai été sur son Wikipédia. Et ce qui était incroyable, et ça c'est pas du complotisme, je l'ai vécu, toutes les 10 minutes, le Wikipédia était transformé. À un moment, c'était royaliste. Il y a eu le... Voilà, royaliste. Il y a tout eu. Et j'y allais toutes les 10-15 minutes. Bon, je dis toutes les 10 minutes, c'est peut-être pas ça, mais il y avait donc des gens qui allaient sur le Wikipédia, des trolls qui allaient modifier les choses, essayer de le faire passer pour un facho. Et ça, c'est incroyable. J'ai trouvé ça incroyable quand même. Ouais, mais ça... Et repris immédiatement par la presse. Hein. Ah oui, mais ça, on peut compter sur notre presse. Il y a eu une véritable entreprise, notre presse libre et indépendante pour embrayer là-dessus. Oui. Il y a eu véritablement une entreprise, évidemment, de désinformation sur lui,
L'exemple que moi j'ai retenu qui m'a frappé le plus, parce que ça a été quand même très puissant, c'était de faire courir dès le lundi où il se rend à la police et où a lieu la perquisition chez lui et la perquisition dans sa voiture, hein, donc c'est dans l'Essonne, des sources policières intoxiquent un journaliste que je connais assez bien de France Inter, qui par ailleurs peut être un enquêteur très valeureux, pour lui dire que les gants étaient coqués, qu'ils étaient plombés, que donc il y avait préméditation, bien sûr qu'il était venu à la manifestation avec des armes pour des actes prémédités. La vérification que c'était faux, elle a duré quand même 3-4 jours. Cette information donc, a été diffusée par France Inter, France Info, enfin toutes les... Et puis finalement la presse quotidienne régionale, enfin bon, ça a quand même généré une information, enfin une désinformation très grave et très dommageable potentiellement au niveau judiciaire, parce que là, par préméditation, des actes comme cela, c'est un tout autre régime judiciaire. Bon, ce thème-là de la désinformation, des fake news, de la post-vérité, puisque c'est le mot qu'on a maintenant depuis quelques années pour analyser ce phénomène, c'est assez extraordinaire parce que... L'alter-vérité même. Oui, ou La l'alter-vérité. post-vérité, c'est... Mais on a un président de la au-delà. République qui a fait légiférer sur le fait qu'il fallait Ah oui, contrôler... absolument. Voilà. On sent bien que ce thème-là, c'est un thème crucial. Et de façon, non pas paradoxale, mais de façon très symbolique, ceux qui diffusent des fausses nouvelles, des fake news, qui diffusent des fausses, du mensonge d'État, c'est évidemment l'État, c'est le gouvernement, c'est les différents ministres, ne parlons pas de Castaner, bon, et qui accusent en plus les autres, les réseaux sociaux, les gilets jaunes, d'être propagateurs de fake news. Alors qu'on trouve beaucoup plus de faits l'exemple et vient de de vérité dans ces canaux-là de diffusion de nouvelles, disons, appelons ça comme ça, très spontané, toi-même, avec les vidéos que tu fais, sur le terrain en permanence, tu n'es pas le Quand j'ai seul, le droit. quand tu as le droit. Mais t'inquiète, Bon, là, alors, il y aura je une perds pas le- restitution complète et authentique de tout ce qui se Je ne passe. perds pas le fil. Oui. Moi, quand je me trouve devant ces possibilités de faire une erreur par rapport à Christophe Détinger, évidemment, j'enquête quand même un peu. Je me renseigne. Alors, je me renseigne auprès de policiers qui tout de suite m'expliquent ce qui se passe au niveau de la préfecture de police de Paris et l'entreprise policière et judiciaire. C'est là où je voulais en venir. C'est que Voilà. tu as travaillé Et là-dessus. Tu as j'obtiens- vraiment fait un travail de journaliste, Et contrairement aux autres. dès que le procès a eu lieu, le 13, j'obtiens le dossier, ce qu'on appelle le dossier judiciaire, c'est-à-dire le dossier que les juges du tribunal correctionnel ont eu pour pouvoir faire leur travail de jugement. Donc c'est les certificats médicaux très étranges faits pour les deux gendarmes. Ce sont bien entendu leurs dépositions à eux, leurs plaintes, hein, bien sûr. Ce sont tous les témoignages, ce sont les comptes rendus des perquisitions. Et là, les choses sont flagrantes. On a affaire à une manipulation judiciaire. On a affaire, de façon très manifeste, à des certificats médicaux qui sont datés d'ailleurs de la même date, à la même heure, à la même minute, les deux, signés par le même médecin, avec des phrases qui sont copiées-collées littéralement d'un dossier sur l'autre, des reprises des propos de plainte des plaignants, notamment pour un des deux gendarmes, celui qui obtient 15 jours d'interruption temporaire de travail, d'ITT, le fait qu'il a subi des actes qui étaient destinés à le tuer, hein, c'est écrit. Et puis quand même, parce qu'un médecin peut quand même pas aller jusqu'au bout de la folie, disons, ou il y a l'examen médical proprement dit, l'examen clinique. Et là, patatras, l'un des deux, mais tout ça très heureusement, hein, heureusement, l'un des deux, celui qui a eu 2 jours, il a 3 ecchymoses sur le front. Alors Christophe, il a bien boxé sur les visières et le casque, donc une à gauche, une à droite, enfin non, je me trompe, je dis une à droite, une à gauche, une au milieu, voilà, 3 bleus, point barre. Et puis le deuxième, principalement, même chose, très grosse ecchymose sur la tête de l'humérus, hein, le haut du bras, sur le côté. Aucune blessure ouverte, hein, pas de fracture, pas d'écorchure, pas de...
Voilà, tout ça n'est pas vu par le médecin. Et qui même dit qu'il n'y a pas d'autres symptômes visibles. Bon. Voilà les faits bruts. Et qui vont générer un procès, peut-être vous l'avez un peu suivi, très spectaculaire, avec des propos délirants des procureurs, délirants des avocats des parties civiles, et ils sont nombreux, parce que les syndicats de police y sont mis, parce que les syndicats de gendarmerie s'y sont mis, parce que les associations, tout le monde s'y est mis, pour faire la peau à Détinger. Et les propos étaient d'une violence inouïe. On l'a dénoncé comme étant véritablement un assassin fou. Même un avocat qui disait que si on ne faisait pas un exemple, parce que c'était bien ça qui était en arrière-pensée, arrière-pensée, c'était explicite, eh bien la société allait exploser. On a lié ça, ces gens-là ont lié ça à la question terroriste. C'est pour ça, tu vois, que j'ai évidemment fait un minimum d'enquête, ça n'a pas été très difficile, de façon à m'assurer de la qualité politique, morale de Christophe Détinger, et aussi pour être assez sûr et certain de moi quand je dénonçais la violence judiciaire au-delà de la violence policière. Ouais, Jean. Non, Antoine, on se connaît bien, Jean Gersin, le militant de la CGT. Quand j'ai vu les images, j'ai immédiatement, c'est pour ça que j'étais ravi que tu fasses ce boulot-là, moi j'ai vu un héros. J'ai pas vu une victime des violences policières, ni quelqu'un qui a réagi en professionnel du pugilat. J'ai vu un héros, et je sais pas ce que tu en penses toi, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une pratique d'une violence exemplaire a des moments d'humiliation permanente avec une violence disproportionnée de la part des forces de police. Et l'intérêt de ton boulot, pour moi, c'est glorifier quelqu'un qui a, à un moment donné, un acte héroïque dans un moment de lâcheté nationale fabuleuse. Moi, j'ai réagi comme ça, je ne sais pas si tu as... j'aimerais pas, je vous soumets ça, j'aimerais pas que Christophe Détinger, que j'ai approché par la Fédération française de boxe, par le médecin de la Fédération, que j'ai pas eu, mais je l'espère pas. Pour moi, c'est pas une victime. C'est quelqu'un qui se dresse à un moment donné où les gens regardent ailleurs, vers Le Pen ou vers Macron. Voilà, je te soumets ça parce que c'est quelqu'un, c'est un peu comme les quelques zozos qui font l'insurrection du ghetto de Varsovie, ou à des moments des gens de l'Algérie qui résistent. C'est ça pour moi, Christophe Détinger. Peut-être que c'est surdimensionné par rapport à ce qu'il est. Dis-nous. Alors, pour plus soyer sur le commentaire de monsieur, je voudrais dire que je pense que c'est quand même l'impression, mais c'est une vision de classe, je pense, qu'ont eu spontanément quantité de gens. Je pensais tout de suite à la fameuse chanson de Lennon, A Working Class Hero is Something to Be. Ben là, on en avait un. C'était la portée symbolique est tellement forte et c'est ce qui explique l'acharnement immédiat de la classe dirigeante au travers y compris son appareil idéologique, judiciaire, répressif, pour le plus vite possible conjurer la force, la violence, la force symbolique de l'événement qui n'a pas besoin d'explication. Pas plus que 70% des Français n'ont eu besoin qu'on leur explique ce que c'était que le mouvement Gilets jaunes. Ils ont tout de suite et spontanément adhéré. Et ça, c'était mortel pour Macron et surtout tous ceux qui tirent ces ficelles. Donc ça explique assez facilement tout ce qu'a subi Christophe Détinger, parce que justement, par-dessus le marché, les Gilets jaunes ont suscité, de manière aussi spontanée qu'ils sont apparus à la stupéfaction générale, à commencer par celle des prétendus intellectuels de gauche qui allaient leur expliquer ce que c'était que la révolution, le progrès ou autre. Ils n'ont pas eu besoin d'eux. Ils n'ont pas eu besoin d'eux pour s'organiser, pour se manifester, pour s'exprimer. Et ils ont même eu le Working Class Hero, qui était quelque chose à venir. Eh bien, ils l'ont eu, et ils l'ont eu de manière tellement frappante que tout le monde a tout de suite compris. Voilà, je pense que je suis à peu près en phase avec la question de monsieur. Vous êtes bien articulé. Et on ne s'était pas concerté. Et je le suis avec vous. Après, la difficulté qu'on avait, nous,
quand j'ai fini le livre, là, c'était le 21 mars, j'aime bien les symboles. Il est clair qu'il y avait une difficulté à publier, donc rendre public, une héroïsation du personnage. Le sous-titre que moi j'avais choisi, le titre c'est le mien, un cœur de boxeur, c'est moi qui l'ai trouvé. Le sous-titre, on a eu beaucoup de mal avec Henri Trubert, patron des Biens qui libèrent, parce que j'avais choisi Apologie de Christophe Détinger, en précisant bien qu'il ne s'agissait pas d'idolâtrie, mais c'était au sens comme Montaigne faisant l'apologie de Raymond Sebond, enfin, qu'il s'agissait quand même de héroïser quelque part le personnage. Moi j'ai une formation ancienne maintenant d'historien, et j'étais médiéviste. Et quand j'ai fait une maîtrise, c'était sur Perceval le Gallois. Donc la dimension héroïque, mais oui, bien sûr, on a ça en tête. Moi, j'ai tout de suite perçu, parce que je connais l'histoire, et je connais la mythologie, et je connais la philo, je sais quelle est la dimension héroïque. C'est un héros, bien sûr c'est un héros. C'est exactement la définition du héros. C'est le chevalier, c'est Hercule, on prend tous les héros de la mythologie de l'histoire. Christophe Détinger, alors il s'inscrit parfaitement dans cette généalogie. La force physique, il a cette devise force et honneur, par exemple. Moi, ça m'avait inquiété. Je me suis dit, force et honneur, ça marche au pas. Bon, c'est dans une manifestation de Gilets jaunes qu'une jeune femme m'a expliqué que pour eux, force et honneur, et visiblement c'était un truc viral, c'était les gladiateurs, les esclaves gladiateurs, c'était Spartacus. Et lui, il me l'a confirmé, parce que Christophe, il m'a dit, quand j'ai arrêté la boxe, c'est il y a quelques années, moralement, c'était pas facile. Il a fallu que je synthétise en 2 mots, enfin j'ai trouvé 2 mots, pour synthétiser tout ce que j'avais été en tant que grand boxeur. Et ça a été force et honneur, parce que j'ai eu tilt cette référence. Il y a un film très célèbre, avec un nom de gladiateur. Alors, je suis désolé parce que je le connais plus et je n'ai pas vu ce film. Enfin bon, il est très célèbre. C'est comme ça qu'ils sont venus à force et honneur. Gladiator. 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 Et en fait, c'est l'histoire de Spartacus. Et ils connaissent l'histoire de Spartacus. Les symboles d'héroïsme, oui, c'est un héros, et c'est un héros de classe, c'est un héros du peuple. Absolument. Et il est reconnu comme tel. Et aujourd'hui, moi, je peux assumer, le livre est écrit quand même beaucoup déjà dans ce sens-là, c'est ce qui m'est reproché quand on me reproche quelque chose, c'est d'avoir héroïsé quand même. Non, je ne l'ai pas héroïsé, il est lui-même. Salut Michel, c'était super heureux pour moi de te voir. Vraiment. À très bientôt, on essaye. En fait, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais il est objectivement un héros. Les symboles, là, je veux dire 2 choses quand même, parce que dans les légendes, les contes et légendes, les mythologies, il y a du symbolisme tout le temps. La passerelle Léopold, c'est d'Ars Senghor. C'est là qu'il bosse. Je découvre il y a 15 jours seulement, parce que ce type me déplaît tellement que je n'ai même pas regardé ou j'ai oublié beaucoup de choses, Emmanuel Macron, sa promotion à l'ENA, c'est la promotion Léopold Sédar Senghor. Quand j'ai vu ça, alors la passerelle, vous savez qu'elle a été rebaptisée par des gilets jaunes, la passerelle du boxeur Détinger. On y est passé d'ailleurs la semaine dernière pour aller à une exposition. Premier symbole, fort. Deuxième symbole, le 13 février, quand il est condamné excessivement lourdement. C'est le jour où Jérôme Cahuzac, c'est une affaire que j'ai eu un peu à connaître pour avoir été monsieur UBS en 2012 et avoir, voilà, m'être intéressé beaucoup, je dirais ça comme ça, à l'affaire Cahuzac quand elle était traitée de façon exemplaire par Mediapart et par Fabrice Arfi à Mediapart. Jérôme Cahuzac, c'est le 13 février qu'il obtient définitivement le jugement comme quoi il n'ira jamais en prison. Alors qu'il a été condamné à la prison ferme, lui, c'était pour 3 ans. Mais bon, alors bracelet électronique lui aussi. Et ça fait tilt. Et d'ailleurs autour de moi, dans mon journal, La Croix, ça fait tilt dans l'esprit de certains quand même, avec lesquels je discutais de ça. Bon, oui, Jean, oui, Dominique, c'est objectivement un héros, et c'est un héros d'une qualité humaine incroyable, parce que héros par la violence, bon, ça peut être un peu facile. Mais les vrais héros, Perceval le Gallois, il est héros pourquoi? Parce que c'est aussi un chevalier courtois. C'est quelqu'un qui, vis-à-vis de Blanchefleur... C'est surtout le courage, le type qui s'avance à main nue. Il y a le courage. Voilà. C'est pas tant la violence que le courage. Non, mais courage, violence, engagement physique, très bien.
Mais il y a une autre forme d'héroïsme. C'est d'être le plus humain des humains. C'est d'être dans cette sorte de capacité de fraternité, cette capacité de solidarité, cette capacité d'amour. D'humilité, il est très très D'une humble. humilité. Bah toi, voilà, il a fait une J'ai magnifique interviewé vidéo pendant d'une heure, elle dure 1 heure, ta 1 heure, je l'ai vidéo. raccompagné à la prison dans sa voiture et on a repris toute l'histoire ensemble Ouais. et c'était super. Gabin n'a pas dit son nom, c'est Gabin. Hein. Mm. Voilà, qui lui, je veux dire, sa notoriété est à juste titre en tant que reporter de terrain sur ce qui se passe depuis maintenant plus de 6 mois. Et il a fait une magnifique vidéo que j'ai vue. Et Gabin qui a rencontré en plus son Jean Valjean. Et bien Pas vu. encore, ouais. Et écoute, en tout cas, il l'a perçu aussi, mais Christophe, son héroïsme, c'est aussi d'être plus fort que tout le monde. Moi, j'ai fait pas mal de sports de combat, mais se castagner avec Christophe, ça se voit sur la passerelle, ça serait fou. Quand je suis arrivé, Et c'est un gars, t'es grand, moi je fais 1m60. t'es à côté de lui, t'es à côté de lui, Je pouvais pas. c'est de la tendresse. Ouais. C'est un homme qui, par la bonté de son regard, par la chaleur qui est la sienne, avec de la retenue, mais la chaleur qu'il diffuse, par sa capacité à rire de ce qui est bon dans la vie, ça c'est héroïque aussi. Et ça, je tiens beaucoup à C'est le pour ça dire. qu'il est très dangereux. Et oui, parce que, Ah oui. parce qu'il représente aussi ce que sont et comment sont des millions de gens. Eh, absolument. Attends, il y a monsieur qui voulait J'avais ajouter une quelque chose. remarque et une question en même temps, enfin, qui est ouverte d'ailleurs à tous, mais qui est, moi je partage absolument évidemment cet avis sur l'héroïsme de Christophe Détinger. Et justement, moi j'ai revu ça à ce moment-là comme un espèce de tournant aussi, clairement, pour le gouvernement, cette crise. On dit souvent que le tournant c'est le Fouquet. Pour moi, le tournant c'est Christophe Détinger, parce que là, tout d'un coup, il montre, tu parlais d'honneur, il montre le déshonneur des forces de police à avoir frappé sur des gens qui ne pouvaient pas se défendre, enfin qui ne savaient pas se défendre. Et la première fois qu'un homme, ou ça aurait pu être une femme peut-être, hein, il y a des femmes qui boxent aussi, mais en tout cas qu'un homme se défend et met les policiers en échec, des policiers armés, et c'est pour ça qu'on l'accuse avec les gants coquets, parce qu'on essaie de lui trouver des armes qu'il n'a pas. En fait, tout d'un À coup, part je ses pense- poings. je pense que le pouvoir a très peur à ce moment-là, parce que vous le dites, enfin tout le monde le dit, il y a un héros, tu l'as dit, et surtout, ça y est, il y a quelqu'un qui, à coup de poing, fait reculer des flics. Ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent depuis le début de cette crise. Des flics, je La précise, seule fois qui où ne sont j'ai même vu pas ça- en cause en tant qu'individus. Hein. Ils sont là, Bien sûr. ils sont là pour représenter Absolument. le pouvoir, Et la seule l'arbitraire fois- et l'absence de réponse de ce pouvoir et de l'arbitraire. Complètement. Et je vous rappelle que la seule fois où on a vu des types à main nue faire reculer la police, c'était il y a quelques années, moi je l'avais vu, on l'a peut-être certains d'entre vous l'ont vu, c'était pas du tout dans des manifestations, c'était des hooligans russes hyper entraînés qui faisaient reculer des lignes de police entières. Une ligne de police entière. Et là, je pense que, à mon avis, à l'époque, ils ont pris une leçon de ça. Et ils se sont dit, s'il y a un type comme ça qui commence à se dresser, tous les boxeurs vont arriver. Et ils ont eu, à mon avis, ils ont eu extrêmement peur. Et ce qui explique l'acharnement contre lui. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense qu'il y a eu un tournant, Christophe Détinger, c'est un vrai tournant. Un symptôme, ça a été la réaction par Twitter immédiate d'une brutalité incroyable des ministres. Ah oui, mais On ça, a quand même, y compris de façon hors la loi, hein, parce que la présomption d'innocence, même la dénonciation calomnieuse, puisque en fait il n'y a pas d'enquête judiciaire encore, on ne sait pas qui c'est. Et on a un Christophe Castanet qui lui, allez, on vous a reconnu, hein. oui, Voilà. enfin, Parce qu'on sent qu'il y a une panique. Je le raconte un peu dans le livre parce que ça m'a été raconté il a par persisté et signé, ça lui a pas valu, ça l'a quand même plombé. Je pense qu'on va pas tarder à le voir disparaître lui, parce que Ouais. après son attaque de la Oui, mais- salpêtrière, mais trop tard quand même. il est mal barré. Si on pouvait le voir Mais dans un en tout tribunal, cas- ça serait pas mal. Mais en tout cas, il y a une panique parce que leur réaction immédiate et assez folle, elle signe le fait qu'il y a une panique. Ils comprennent très Absolument. vite qu'il y a le feu au lac. Il y a le feu au lac. C'est pour Ça ça serait qu'il bien y a qu'on se une présente en gagnante fait quand on parle parce que ça permet de... Oui, Oui. Ah oui, Moi, est-ce que, c'est Emmanuel Leduc. Voilà, parce que Excuse-moi. c'est important, parce que ça a du sens. est-ce qu'on pourrait Je me parler permets de dire, Absolument. Emmanuel le Duc, donc c'est les sous-marins jaunes, hein, entre autres. Ah, les sous-marins jaunes. Ouais, les Voilà, sous-marins jaunes, ce sont ces artistes, et ils sont Vous avez écrit sur nombreux et de très haut niveau artistique, qui sont engagés dans le mouvement des Gilets jaunes et qui ont aussi cette perception qui est celle des artistes, c'est-à-dire
la question symbolique, la question de la sensibilité, la question de l'esthétique. Oui. Voilà, donc quand Emmanuel il nous parle de sa perception, là, de ce qu'il voit, c'est aussi quand même avec, C'est purement instinctif, justement, et avec ce regard-là. mais avec ce regard qui est celui des Moi, je suis artistes. scénariste en plus, donc vraiment, C'est je vois c'est le la film. réussite, la Ouais, force voilà. symbolique qu'elle dépasse même la vision de classe spontanée, puisque l'essentiel de cette classe de petite bourgeoisie artistique ou intellectuelle a une conception de classe qui est quand même très limitée. Mais c'est tellement fort, et c'est ça qui inquiète d'autant Macron, que tout le monde, y compris le milieu artistique et intellectuel français, qui est ultra réactionnaire en réalité, qui est le premier à taxer de populiste ou autre les mouvements populaires, et notamment les classes laborieuses, a fini par comprendre. A eu tout d'un coup, brutalement, la force du mouvement. Mais je voulais, au moment où on a parlé de ça, Madame a évoqué quelque chose qui me paraît un point important sur lequel que tu as enquêté, c'est l'histoire de la cagnotte et des sous là. Et là aussi, il y a eu quand même des manipulations assez intéressantes à évoquer. On va absolument le reprendre. Enfin, je comprends C'est pas aujourd'hui cette qu'elle devait juridique. recevoir. Non, c'est hier qu'elle Hier, ils sont était passés au tribunal, et il y a 15 jours de délibéré. D'accord. Donc il faut attendre une quinzaine de jours pour savoir si la cagnotte Litchi, citons-la, Ouais. va être condamnée pour vol et escroquerie, parce que c'est ça qui est derrière. Ce qui en droit Oui, ça, c'est est immanquable. Hein. Laurent, ce qui... Voilà. Alors là, on a aussi, je ne sais pas Noël si je peux me permettre, mais on a un expert, Noël Ponce, qui très grand enquêteur anticorruption, et voilà, donc grand spécialiste quand même de ça. Là, cette cagnotte Litchi, ce qu'ils ont fait sur ordre politique, est clairement Oui, illégal. et avec un accompagnement idéologique qui est absolument répugnant. Oui. Les commentaires qui ont été faits à ce moment-là, c'était quand même quelque chose d'hallucinant. Mais Hein. par contre, ça a été fait en 24 heures, en une nuit, il y avait cette cagnotte. Et surtout, ils ont Donc, elle a duré eu très 3 peur. jours. Elle a Le duré fait 3 que jours. des gens de peu, comme on dit, les vraies classes laborieuses, les gens qui ont pas de thunes et autres, c'est pas ceux qui ont été se précipiter derrière Bernard Arnault pour sauver le futur monument à Macron au-dessus de Notre-Dame, non. Et qu'en quelques minutes, ils ont manifesté immédiatement justement le caractère héroïque. Ils l'ont fait concrètement, matériellement. Je te prie voilà. de m'excuser une seconde. Donc, des nouvelles de Laurence Léger, hein, l'avocate de Christophe, 19h51. On est en route, mais dans les bouchons. Ouais, bon, Elles vont arriver. on va les attendre. Ils arriveront pour Non, l'apéro. c'est ça qui m'a étonné Oui. quand même, cette cagnotte, comment est-ce qu'on peut la piétiner Mais la comme piétiner, ils font en ce c'est- moment Parce que, tu sais pourquoi? Il y a un déni de justice, Parce que- y compris à ce niveau-là, qui est incroyable. Non, non, mais bon, et une qui est seconde. soutenu par, Le motif, par la classe il est dirigeante. très matériel aussi. C'est-à-dire que les détingés, un sou est un sou C'est parce un que sou, oui, ils c'est- sont, c'est- les oui. salaires sont Il très n'a pas modestes. été payé pendant un mois. Enfin, il était en- Oui, mais même Ouais. dans la vie ordinaire, ils n'avaient. Christophe m'a dit, c'est pas, je crois, ils mettent un tout petit peu de sous de côté pour la machine à laver qui va tomber. Pour payer des vacances, il y a 3 enfants. Des vacances dont il me précise tout de suite, c'est pas des vacances très loin, c'est très modeste. Et donc ils sont comme tellement de Français, ils arrivent à faire en sorte que l'eau reste là. Comme beaucoup de gilets Et jaunes. beaucoup d'autres, on le sait, et ils y sont très sensibles, c'est plutôt là. Mais eux, c'est comme ça. Et donc, en captant la cagnotte, en empêchant qu'ils payent des frais de justice qui sont très lourds. Oui, c'est ça, il y a Alors les des avocates avocats sont très qui- chics, Laurence qui va venir tout à l'heure, Maître Henri Leclerc, on est très chics, mais ils n'avaient pas la capacité, comme tellement de gilets jaunes, de se payer une défense. Et donc en empêchant la cagnotte de lui arriver, dont le motif était bien de soutenir ses frais judiciaires, Oui, c'était on ça. l'empêchait de se défendre. Donc on pouvait l'exécuter judiciairement d'autant plus facilement. Il y a quand même ce motif là. J'ai compris ça au départ. Oui. C'est pour ça que je me Et au demandais, nom de quoi on peut interdire on la peut cagnotte empêcher- Enfin, on peut au empêcher nom de qu'il quelle la touche. loi, de quelle... Non, non, quel ça a règlement été fait uniquement techniquement sur une décision managériale, appelons ça comme ça, qui s'est faite sur l'indication du Crédit Mutuel, qui est la maison mère de la cagnotte Litchi, enfin de la caisse Litchi, et Crédit Mutuel avec toutes les amitiés que l'on connaît. Sûr. D'un côté d'ailleurs avec la Sarkozy, mais de l'autre côté bien sûr avec la Macron. Oui, on a l'appareil d'État au sens large, l'appareil de la classe dirigeante, qui est menacé par la force symbolique. Et ils ont tout de suite le symptôme, ils sont pas idiots, ils ont vu, oulala, c'est très très dangereux.
Ce mec-là, on peut pas empêcher qu'il passe pour un héros, parce que c'est quand même clair, y compris pour ceux qui ont zéro conscience politique et qui n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut être les classes laborieuses ou ce qu'ils appellent les gilets jaunes, etc., ou l'idée confuse qu'ils s'en font. Mais en plus, ils voient que ça mobilise immédiatement, Oui, c'est ça. immédiatement le nerf de la guerre. Non, mais Donc pas seulement. c'est extrêmement dangereux. Moralement. Donc la violence de leur réaction, le caractère inique et arbitraire, et ce qui est, mais pour moi, toi qui es journaliste, c'est une question que j'ai à te poser, c'est quand même le comportement de l'essentiel de la presse et de ta profession, qui est pour moi qui est une profession qui est complètement disqualifiée depuis des décennies. Hein. Je suis très très brutal, et c'est pour ça qu'il y a des gens, y compris chez ton éditeur, etc., qui ont un peu peur parfois de ce qui se passe ici. On est très violent, et comme tu sais, on a même eu droit, y compris à un guignol de Mediapart qui s'appelle Mathieu Suc, je le signale ici, tu verras le reportage qu'il a fait sur la librairie à propos de librairie. Je lui ai donné le titre d'ailleurs de son prochain livre qui m'a piqué, Tropique, Nid d'espion. Alors, parce que je lui ai montré que son reportage débile qu'il a fait ici au moment de l'affaire Kennedy, qui est un ami, le fameux espion du Sénat, là encore un truc complètement foireux, un déni de justice et déjà Castagnère à la barre, et Macron derrière, eh bien, là, ils se sont fait complètement complices de cette affaire. Hein, je te le signale, entre parenthèses, les petits camarades de... Et tu verras l'article qu'il a publié, et je te raconterai les circonstances. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ils sont quand même... ils ont été pris... entre le marteau et l'enclume, et quand même, j'en ai pas vu beaucoup se manifester, à ma connaissance même aucun, dans la presse, à commencer par évidemment la presse de gauche, hein, qui est la première à nous traiter de populistes immondes et ainsi de suite. Il en a beaucoup souffert, Christophe. Oui, non, mais donc je veux dire, ce comportement de tes confrères ou ex-confrères de la presse, qui est massif et quasi unanime, et là, il y a eu vraiment un silence radio, c'est le moins qu'on puisse dire. L'intimidation a très bien fonctionné, y compris dans l'affaire de Litchi, etc. Donc là, j'aimerais avoir ton point de vue franc et honnête, comme tu l'as fait dans ton livre, sur... ça se fait peut-être pas de débiner les confrères, mais ils sont tellement lamentables à l'heure actuelle. Moi, je suis pas... Et là, ça a été l'occasion de s'en apercevoir. Dominique, je vais te répondre un peu à l'envers, mais moi, tu sais, la confrérie, la confrérie, ça ne peut être qu'entre confrères, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un motif de fraternité. On n'est pas confrères par disons, club. C'est pas un club. En tout cas, moi, c'est pas un club. Donc, journaliste, chacun doit juger si le journalisme fait par les journaux ou les journalistes est du journalisme. Et en l'occurrence, tu as bien raison, et tout le monde le sait, malheureusement, on est dans un pays, mais je crois que c'est valable maintenant partout, où le journalisme est rare, disons. Le journalisme est rare, mais il est difficile aussi. Moi, c'est autre chose que je voulais dire, c'est que Christophe Détinger, quand on va dans les manifestations à partir de début janvier, il est un héros, mais il encourage les gens. On voit partout force et honneur, parce que ça devient une sorte de devise d'encouragement aussi, justement, des gens qui vont dans la rue affronter le risque de se prendre une balle de défense, de se faire fracasser les yeux, le visage, comme on le voit. Il va donner Christophe Détinger. On aura corrigé. Il devrait pas s'appeler Christophe Oui. Castaner. De toute façon, il s'appelle Castagneur maintenant. Je sais pas si tu sais, Christophe c'est moi qui l'ai Détinger baptisé comme ça. représente pour des dizaines de milliers de gens un bouclier, au sens presque, voilà, comme l'étoile à... Tiens, tu vois, je suis à l'origine. Ça, c'est mes petites cartes postales qui commentent Voilà, l'actualité. très bien. Je te l'offre, évidemment. Non, mais t'inquiète, le public de la librairie les connaît très bien. Il est un véritable bouclier et il est la force et l'honneur de dizaines de milliers de gens. Et dans les manifestations, on a besoin de ces encouragements. Parce que si on n'a pas aussi ces beaux symboles de force... C'est la fonction du héros. C'est la fonction du héros. Eh ben, on est quelque part plus timide, plus inquiet, plus hésitant. Et ça, c'est politiquement parlant un énorme risque pour le gouvernement, ce genre d'encouragement. Bon, la presse, qu'est-ce que tu veux, la façon... J'ai lu très peu de choses en fait sur Christophe Détinger. Il y a eu les comptes rendus judiciaires, hein, quand il y a eu les procès, beaucoup. Certains très, très corrects, hein, très honnêtes, très factuels. Je n'ai pas vu d'enquête sur ce qui s'est passé. Il m'a raconté, voilà, il y a un journaliste, je ne citerai pas, qui est venu, d'un journal, disons, de sport, qui est venu jusqu'à
la petite commune où ils habitent, dans l'Essonne, qui est arrivé jusque devant le pavillon, et puis, en restant bien sûr à la porte, s'est penché, a regardé dans le jardin, a fait une description de tout ça, et il a vu, alors là, ça c'était pompon, un drapeau de pirate dans le jardin. Mais quelle horreur! Et donc, on voit bien que le drapeau pirate et machin, bon, c'est le drapeau C'est un terroriste mis alors. sur la petite cabane de haut, des gamins qui jouent effectivement aux pirates. Ils font bien leur boulot, les Bon, journalistes. il y a eu quand même un peu ce journalisme-là aussi sur lui, l'histoire des grands coquets dont on parlait tout à l'heure, les rumeurs sur ses choix politiques. Je n'ai pas vu de véritable enquête qui soit, à part la vidéo que tu as faite, Gabin, où il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai. Connaître quelqu'un, c'est aller le voir. Moi, je suis frappé par ces gens. Il ne voulait pas parler aux médias, et à juste titre, parce qu'il a beaucoup souffert lors de son incarcération, parce qu'il était en prison et il n'avait que la télé, et il voyait tout ce qu'on disait de lui à la télé, tout ce que tu as énoncé depuis tout à l'heure, et c'est ce qu'il explique sur le live que j'ai fait. Il en a beaucoup souffert. Donc après, il s'est un petit peu éloigné des médias. Oui, oui. Et, Oui, mais ça n'empêchait pas les journalistes, prétendument d'investigation, de faire simplement leur boulot. Même d'enquête, simplement. Voilà. Tu vois, sans gros mots d'investigation. Oui, d'enquête, de faire leur boulot, Enquête, savoir tout qui simplement. il est vraiment, De croiser, de raconter vérifier, n'importe quoi. de vérifier les informations, voilà. Et ton bouquin a été salvateur, parce que moi, il y a pas mal de gens autour de moi qui étaient même favorables aux Gilets jaunes et qui me disaient quand même, ouais, on peut pas, c'est pas bien ce qu'il a fait. Moi, j'avais beau batailler à C'était dire, le but. c'est pas ça que je vois. Et après, c'est en C'était le voyant but. ton interview chez Denis, Robert, il y a des gens qui m'ont rappelé en me disant, ah bah écoute, là, je viens de voir l'interview, ça a l'air sérieux. Ah oui. Le fait qu'il ait sauvé, c'est ce qu'elle dit constamment. Moi, je l'ai assez régulièrement au téléphone, Gwenaëlle, qui est une personne vraiment remarquable aussi, très souffrante, mais remarquable. Le fait qu'il ait Gwenaëlle, c'est sauvé, la dame en on rouge. rappelle, c'est la dame qui est, est à terre. au secours de laquelle il est intervenu. Exactement. Non, mais je rappelle ça parce que, en réalité, c'est pour ça que c'était ma question initiale. Et là, je fais un peu de la promo du livre. Ton livre a fait ce travail que personne d'autre n'a fait. C'est-à-dire, au moins, aller voir les témoins, essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, avoir leurs témoignages, comprendre de quoi il s'agit, au-delà de tout ce qui est raconté ou pas. C'est le cas, Dominique, mais c'est une déontologie de base des journalistes, et je suis très frappé que certains auteurs ou certains puissent parler des gens et sur des histoires qui peuvent être éventuellement graves, sans les avoir vraiment rencontrés, sur dossier ou sur documentation. Et voilà, ça fait un article, ça fait une enquête, ça fait même un livre. Moi, je n'ai pas pu faire ça. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai été voir Christophe Détinger, son épouse, des témoins, des gens, de façon à parler de gens que je connaissais, que je n'avais pas raconté quoi que ce soit, même si j'avais démarré avant de le connaître. Je n'allais pas faire le livre, au sens où m'autoriser à le finir, m'autoriser à le rédiger complètement, sans avoir connu réellement les personnes dont je parlais. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit parfois, qui est de l'ordre de... Comment dirais-je? Bon, c'est indécent. C'est indécent. Absolument. Là, en l'occurrence, c'est vrai que sur la question de la presse, on a pu voir ça, de l'information, qui est de la reprise d'informations d'histoire des grands coquets. C'est un journaliste qui lance le truc à France Inter, et après c'est simplement dupliqué. Et alors après, certains rappellent la police derrière et obtiennent encore plus de désinformation qu'initialement, mais c'est pas de l'enquête. Lui en a, comme le disait Gabin, C'est ce qu'ils appellent du fact-checking. beaucoup souffert pour une autre raison. C'est que le peu de contact qu'il a eu avec la presse, ça a été avec RTL et puis avec l'émission de Hanouna, c'est ça, je ne connais pas, mais c'est ce qui a motivé la mesure disciplinaire contre lui. Eh bien, les voilà les malheureux. Ah bah les voilà, justement. La mesure disciplinaire contre lui de la part de la... Bonsoir, mesdames. On s'interrompt. Bonsoir. Laurence, salut. Pardon, excusez-nous pour le retard. Karine, Bonjour. Installez-vous, nos vedettes. L'horreur de la circulation. Installez-vous, Pardon. mesdames. Merci. Je suis partie de chez moi à 17h30. Ouais. On va les montrer, puisqu'elles sont enfin là. J'espère que tu m'en veux pas. Non, non.
Voilà, comme ça, au On va moins, présenter on rééquilibre la donc, parité. Maître Laurence Léger, Bonjour. avocate de Christophe. Remarquable avocate de Christophe. Et d'abord du point de vue professionnel, parce que du point de vue de ce qu'elle a été capable de faire dans la défense de Christophe, c'est un succès quand même. Alors elle n'était pas seule le 13 février. Non, on n'était pas seul, on Il était faut trois. citer, voilà, vous étiez 3, il y avait Maître Henri Leclerc, il y avait Vigie, voilà, Hugues Vigie. une Vigier, mais quand même, et la condamnation le 13 février a été quand même moins grave que ce qu'on pouvait craindre, même si elle est excessivement grave et scandaleuse. Et puis Ça a été lourd j'ajoute, quand même. ouais, j'ajoute quand même que Laurence continue de batailler pour Christophe. Gabin, qui est là, enfin il y a plein de gens. Elle a obtenu le fait qu'il ait un bracelet électronique depuis lundi, bon, ce qui est quand même un énorme progrès. C'est elle, bien sûr, qui bataille aussi pour que la cagnotte Litchi puisse revenir acquis de droit, parce que c'est une question de droit. Et puis, je finirai pour Laurence dans la présentation que je peux faire d'elle. C'est une femme qui fait ça avec un cœur énorme, parce que c'est une professionnelle, mais je pense qu'elle a aussi un véritable sentiment de solidarité, et voire d'empathie très très forte pour son client, Et un grand sentiment d'injustice dans ce dossier-là. et Et un- d'acharnement quand même. Voilà. Et puis, non, il est interdit de... Non, non, mais interdit de live, mais il va m'envoyer les rushs. je lui ai promis de lui envoyer ça tout à l'heure. Et puis, Karine, donc, Tétinger, l'épouse de Christophe. Moi, je veux dire quand même un petit mot, je te prie de m'excuser, Karine, mais l'admiration, tu le sais, pour Christophe, elle est très importante. Mais c'est une admiration pour vous deux. J'ai du mal à vous séparer. Il y en a, je disais ça tout à l'heure, qu'il y en a qui vous ont séparé de force, mais vous êtes très inséparables, et surtout, même toi, en tant que personne, le courage dont tu as fait preuve, alors que Christophe était en prison. Comment tu as répondu au président de la République sur la question, quand même, les paroles les paroles d'un gitan, donc sur les paroles racistes d'Emmanuel Macron. Comment tu as défendu Christophe, y compris publiquement parfois, et toujours avec force et honneur. Et puis, juste un mot pour finir. Moi, voilà, depuis qu'on se connaît, je vois, mais j'avais vu aussi avant de vous connaître, la force de votre amour. La force de l'amour que vous avez pour vos enfants, la force de votre amour. Et cette force et honneur, c'est ce que vous portez vraiment ensemble. Lui, avec son 1m90 et toute sa taille, tu fais pas 1m90, tu fais pas 90 kg de muscle. Mais cette force, c'est votre force ensemble. Et c'est quelque chose de... Ça aussi, c'est de l'ordre de l'héroïque et de ce que reçoivent énormément de Français et de Françaises, parce que c'est leur idéal aussi de vie. C'est l'idéal de ce qu'est la bonne vie. Voilà. Moi, je voulais dire une petite chose qui m'avait marqué pour parler de Karine, c'est au tribunal, alors que finalement tout le monde était assez stressé et tout, elle avait un sourire et un positivisme incroyable quoi. Et Gabin, tu as raison. L'espoir. Il sourit énormément. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est vendredi dernier devant une gendarmerie, Oui. où Christophe était appelé comme témoin dans l'affaire des violences policières contre Gwenaël Antinori. Et Christophe, quand même, quand il est sorti, il est resté 2 heures, hein, il me semble. 3 heures. 3 heures, c'était 2h50, très long. ouais. Bon, heureusement, on était ensemble, on a bavardé comme des pies. Mais même Christophe, quand il est sorti, alors qu'on lui faisait un piège manifeste, et toi, dans cette situation de stress, quand même, il y avait le sourire, quoi. Bah oui. Tu souriais, On n'est pas mort. il souriait, je souriais aussi. Mais c'est ça, tu as raison, Gabin. là, il y a- ça m'avait marqué moi. il y a cette Vraiment. force-là aussi de la joie, enfin d'une joie, du bonheur de vivre, Oui, le bonheur de vivre. Oui. le bonheur de vivre. Quand on est chez vous, enfin cette maison que vous avez faite, les enfants, c'est une maison du bonheur aussi. J'ai raconté l'histoire du drapeau de pirate. Ah oui, sur la cabane d'Alexandre. Oui, voilà. Sur ce tas de bois. Mon Dieu. Voilà, il faut que je me taise, taise. faut que je me taise parce que j'ai énormément parlé. Peut-être. Oui, on Oui. va passer la parole Je donc pense- à ces dames. On a parlé bien sûr tout à l'heure de la violence judiciaire et du fait, par exemple, que le dossier judiciaire avec certificats médicaux et puis les dépositions était quand même un peu chargé
truqué, ou qu'on avait chargé la barque de Christophe, notamment quand même sur une évaluation des blessures des gendarmes qui avait été un peu surestimée peut-être. Mais quel est ton sentiment? Moi, je ne partage pas ton avis forcément là-dessus. Par contre, qu'on ait voulu faire de lui un symbole alors qu'il ne le souhaitait pas et qu'effectivement ça a eu un impact sur la peine pénale, ça c'est évident. Quelqu'un qui n'est jamais condamné, qui a 37 ans, qui a une vie parfaite, qui se constitue prisonnier, qui présente des excuses, qui vient se livrer à la police, prendre une peine de 30 mois, c'était une peine exemplaire. C'était excessivement lourd et exemplaire. On n'a pas fait appel de cette peine-là parce qu'effectivement on était en pleine tempête médiatique et qu'il n'y avait rien qui pouvait stopper ce phénomène qui emportait tout sur son passage, et que malgré tout la peine était aménageable et qui sortait peu de temps après, donc on a accepté cette peine, mais qui reste une peine excessivement lourde. Symbolique. N'importe qui d'autre, il n'y aurait pas eu la tempête médiatique, ça valait 6 mois, clairement. Je dis pas que c'est rien, hein. Il ne faut pas minimiser les faits, il faut pas, voilà. Et Christophe a toujours assumé de façon exemplaire ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose de grave qu'il a regretté immédiatement après, et voilà. Et il a assumé jusqu'au bout à tout niveau, en se constituant prisonnier, en restant digne, en présentant des excuses, en mettant un point d'honneur à payer les dommages-intérêts qui étaient dus, en tenant aucun propos ni irrespectueux ni quoi que ce soit. Donc ça c'était même exemplaire au contraire, je à tout racontais niveau. comment au tribunal il s'était tourné de Exactement, lui-même. et c'était en larmes devant toute la salle. Que, voilà. Je sais pas si les policiers, puisque à un moment donné, il va y avoir moi j'attends le retour de Balancier, quand il y aura l'enquête IGPN qui va arriver et qu'on va vraiment dire la vérité de ce qui s'est passé, notamment vis-à-vis de Madame Antinori, je ne sais pas si les policiers auront la même dignité et le même courage pour faire face à leurs actes. Ouais. Voilà. C'est une enquête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Après avoir été une enquête de l'IGPN, Voilà. voilà, on sent quand même qu'ils ont du mal à traiter le dossier avec la célérité. On voit surtout qu'il y a tout un appareil qui instrumentalise tout ça, y compris dans la manière absolument précipitée dont est instruit le dossier, quand on en voit tant d'autres qui lanternent de manière incroyable, pas seulement ceux des policiers qui au fond eux-mêmes sont instrumentalisés dans cette affaire, mais de l'affaire Benalla, on en a évoqué d'autres, etc. On peut être surpris du deux poids deux mesures, mais j'avais une autre question, on en a parlé tout à l'heure aussi, avant que vous arriviez. Votre avis, je ne sais pas si c'est vous qui vous en occupez, l'affaire de la cagnotte et comment on a essayé de la chourer, l'argent du peuple, pof, est-ce que vous êtes occupé aussi de ce truc-là? Oui, je suis en charge de toute l'affaire de la cagnotte, donc il y a 3 dossiers sur la cagnotte, mais parce qu'en fait le problème de cette affaire-là, c'est que ça dépasse Christophe Detthinger. Bien, absolument. Oui. On veut faire de l'exemplarité. Donc on a fait de l'exemplarité sur la peine pénale, où il a pris une peine excessivement lourde. On fait de l'exemplarité sur le disciplinaire, où on rajoute une peine disciplinaire pour les mêmes faits, avec 1 mois d'exclusion. Puis on fait de l'exemplarité avec un prochain procès qui va venir à la rentrée, où il repasse en correctionnel pour l'histoire de l'arme. Ouais, du vieux fusil. Non, on n'en a pas parlé. Avant qu'il se livre à la police, les policiers ont perquisitionné la maison, ont retourné tout chez Karine, et ils ont trouvé un vieux fusil en haut d'une armoire, qui appartenait à son père. À son grand-père. Un souvenir, hein, c'est un souvenir de entre le drapeau de pirate des gamins et le fusil du grand-père. Qui n'a jamais bon. Mais ça, c'est pas des fake news, hein, ça, c'est des faits sérieux, instruits par la justice. Dit aux policiers, c'est mon fusil, ça appartient à mon grand-père, on l'a mis là, voilà. Et ben non, on poursuit Christophe. Et on lui recolle une procédure correctionnelle où il sera jugé le 19 novembre, de mémoire, 19 novembre à Ivry. Donc il repassera une seconde fois en correctionnel alors qu'elle dit que ça lui appartient à elle. Mais comme c'est dans la même maison, on le juge pour détention d'armes. Donc combien de pour essayer d'en faire un individu dangereux, voilà. Donc ça c'est voilà. Et la cagnotte alors? Alors la cagnotte. Qu'est-ce qui reste de l'état de droit? Oui, c'est une bonne. À travers l'affaire Tétanger, dont tu dis, excuse-moi, on vous dit. On peut me tutoyer. Donc tu dis qu'elle dépasse l'argent de Tétanger. Quand je vois, et c'est toi qui es une femme de l'art, moi je ne suis pas, je suis qu'un militant de base. Et quand je vois les condamnations qui tombent dans l'indifférence générale pour que dalle. J'ai le sentiment que c'est en train un petit peu d'évoluer et que la presse est un petit peu en train de se retourner, alors qu'au départ c'était la parole unique et la pensée unique. J'ai le sentiment un tout petit peu
que ça commence à bouger. Parce qu'ils sont obligés de montrer un peu patte blanche les médias, parce qu'ils ont tellement été discrédités, ça, enfin, tout le monde voit qu'ils font pas leur travail, donc ils sont bien obligés de montrer un petit peu que bon, Oui, mais... ça veut pas dire que ça change profondément, mais... Alors la cagnotte. La cagnotte, Oui, la on a cagnotte. 3 procès pour la cagnotte. Enfin, 3 choses en suspens. On a d'une part le référé qui a été plaidé cette semaine, qui est simplement de dire, où est passé l'argent? Rendez-nous l'argent, qui après tout n'appartient pas à Litchi, et au nom de quoi Litchi garde cet argent. Alors Litchi, ils nous disent, ils ont fait 40 pages de conclusion avec des termes très compliqués pour dire à peu près pas grand-chose, pour dire on ne peut pas verser cet argent, on ne sait pas si c'est madame ou monsieur le bénéficiaire. Je dis mais attendez, de qui on se moque? Madame, monsieur, ils sont mariés. Voilà, tout le monde vous dit, donc j'ai agi au nom de Nicolas Alves, organisateur de la cagnotte, au nom de Karine, au nom de Christophe. J'ai dit écoutez, versez à Karine, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de litige. Je vois pas pourquoi on met 4 mois à... Voilà. Et puis si finalement, alors ils nous disent non, c'est pas Karine, c'est Christophe. Je dis bon écoutez, si vous voulez Christophe, il n'y a pas de problème, on accepte Christophe, donc juste rendez-nous l'argent. Et on en est là. Alors ils essayent de nous dire ça pourrait être un appel à la haine, mais bon, quand on a lu l'annonce, il n'y avait aucun appel à la haine en disant voilà, c'est absolument pas le message. Oui, mais ça, c'est la pensée unique qui a été, c'est le discours, la rhétorique qui a été immédiatement proposée comme contre-feu à l'effet symbolique formidable que tout ça a provoqué. Alors, ça permet de mesurer l'absence de réponse à tous les niveaux du pouvoir par rapport à ce qu'a été à ce qu'est encore ce mouvement spontané populaire. Donc, et c'est pour ça que le côté héroïque est essentiel, parce qu'il donne une existence qui a frappé les gens en dépit des efforts monumentaux de tout l'appareil idéologique et de toute la classe dirigeante, y compris, on l'a rappelé tout à l'heure, la quasi-totalité de la presse, à commencer par celle qui est soi-disant de gauche, y compris radicale. J'en connais plein. Ils savent ce que je pense d'eux, donc ils vont pas être surpris d'entendre ça, y compris chez Mediapart. Je te donnerai quelques exemples assez troublants, tu vas voir. Et que j'ai vécu très directement ici. Il faut savoir ça, c'est que c'était tellement violent qu'ils se sont tous soit restés très silencieux, y compris les plus ordinairement bruyants, soit se sont écrasés, soit ont hurlé avec les loups. C'est très frappant et ce qui permet de donner la mesure à la fois du mouvement qui finalement a suscité le phénomène et le héros d'Étinger, et aussi de l'importance qu'il a, et à mon avis qui est très très durable, qui est à long terme, parce que là ça a bousillé Macron et sa carrière. Là, vous êtes en train de voir. Non, croyez-moi. Il est là parce qu'il n'y a rien en face, essentiellement. Il est là parce qu'il n'y a rien en face. Mais sans ça, même ses sponsors l'auraient balancé depuis longtemps. Dominique, je rebondis sur ce que tu dis. Peut-être formation d'historien, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui va rester dans l'histoire. Je pense qu'avec ce quinquennat, Emmanuel Macron va laisser, et d'ailleurs dans mon livre à la fin, mais il est mort là. Tous les jours, tu le vois, même aujourd'hui, avec Trump qui se fout de sa gueule. Je me permets de parler des rois maudits, je me permets d'invoquer, disons, des histoires presque mythologiques, et je pense que Emmanuel Macron va laisser un souvenir important dans l'histoire, comme l'éborgneur, comme étant celui qui aura généré des violences d'État, des violences policières, des violences judiciaires, exceptionnel. Et que ça, quand on regarde l'histoire de France, c'est ces moments-là, qu'ils soient des moments de restauration, des moments de contre-révolution, qui sont dans les manuels d'histoire. Des moments pires encore, peut-être, comme ceux, bien sûr, de l'occupation. Mais il n'empêche que je pense que là, il a atteint une intensité d'illégalité et d'illégitimité dans l'action de l'État, et par la violence, qui sera dans l'histoire, ça, j'en ai une conviction très, très, très profonde. Il sera dans les livres d'histoire, mais pas dans le sens où il aurait pu en rêver. Oui, mais c'est important, parce que on est tous porteurs aussi de ça, et y compris, je crois, dans l'espoir qu'on peut avoir, et dans ce qui nourrit le fait qu'on est dans la dignité, c'est aussi qu'on sait qu'il y a un compte qui va se régler. Alors qui n'est pas un compte de violence, il ne s'agit pas, mais qui est un compte moral, et un compte moral dans l'histoire. Du point de vue de la justice, tu me l'as dit, tu vois des choses que tu n'avais jamais vues. Oui. Moi, je ne suis pas spécialement engagée politiquement au départ et j'ai jamais été choquée comme je suis choquée dans ce dossier-là. Alors, Litchi, pourquoi c'est politique? Litchi,
D'abord, Litchi, il fonctionne avec le Crédit Mutuel, et donc qui sont officiellement des soutiens de la République En Marche. La cagnotte, elle a été ouverte les 7 et 8 janvier. Et le 8 janvier, si vous avez bonne mémoire, on a une intervention de Malène Schiappa sur France Info le matin, qui nous dit « Cette cagnotte est scandaleuse, je demande officiellement à Litchi de suspendre la cagnotte. Et j'entends poursuivre les personnes qui ont participé à cette cagnotte pour complicité. » Alors ça, c'est extraordinaire, parce que ça, un étudiant en droit de première année ici, qu'on ne peut pas être complice a posteriori, mais enfin, il y a quand même des gens... Elle perd jamais l'occasion de sortir des conneries. Voilà, il y a quand même des gens que ça a choqué, enfin, Elle est là pour peut-être ça. pris Et la peur. question que je vous poserais en tant qu'avocate, c'est est-ce que n'importe quel justiciable a le droit d'avoir un soutien financier de ses proches? Non, Alors, ou est-ce que je vais vous y allez revenir, venir je vais y revenir. Alors, en fait, donc Malène Schiappa, et donc on a un article 11h39, France Info, qui titre... voilà. Donc, effectivement, juridiquement, c'est une hérésie. Mais qu'est-ce qui est choquant là-dedans? C'est qu'effectivement, Litchi, qui est une société privée, se met en garde à vous, obéit aux injonctions du politique et bloque la cagnotte. Et effectivement, là où il y a un problème, c'est que ça fait 200 ans en France qu'on applique le principe de force obligatoire des contrats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un contrat, parce que Litchi, c'est pas un organisme caritatif. Litchi, ils prennent un pourcentage sur cette cagnotte. Donc à partir de là, ils ont un contrat rémunéré, ça s'analyse comme un contrat de mandat, et ils ont des obligations. C'est le principe du contrat, et ça a une force équivalente à une loi entre les deux parties. Et alors on nous dit, puisque c'est de Tinger qu'on va faire de l'exemplarité, on oublie ça. Donc simplement, on est en train de violer toutes les bases du code c'est le droit civil. commun, tout simple. Voilà, en train de nous dire, mais au nom C'est de du quoi commerce et... Donc, j'en arrive à l'action numéro 2 que j'ai fait, c'est l'histoire des 3 millions dont tout le monde a titré 3 millions. Mais bon, Le effectivement, casse du siècle. 3 millions c'est beaucoup, mais j'aurais demandé 10 000 euros, il y a des gens qui auraient été choqués, voilà, bon, peu importe. Mais effectivement, la cagnotte, ce qui était prévu dans cette cagnotte, c'est qu'elle devait être ouverte pendant 45 jours. Or, elle a été bloquée au bout de 48 heures, grâce à Malène Schiappa. Et d'ailleurs, Malène Schiappa, les journalistes, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous trouvez pas que c'est choquant qu'évidemment, quelqu'un qui a tapé des policiers, il puisse gagner de l'argent? Je dis, mais écoutez, alors moi je veux bien, légalement, il n'y a pas de problème au niveau de la légalité. Moi je veux bien qu'on discute de la moralité des cagnottes, mais dans ce cas-là, on va mettre sur la table toutes les cagnottes litigieuses. Et vous allez m'expliquer, Tariq Ramadan, pourquoi il a eu droit à sa cagnotte? Si je ne me trompe pas, il est mis en examen pour viol, et Malène Schiappa, qui est secrétaire d'État à l'égalité des hommes et des femmes, mais elle ne s'est pas levée pour Tariq Ramadan. Il a touché 121 000 euros. Il n'y a pas un politique qui s'est levé. Dieudonné, il a une cagnotte. Les identitaires, ils ont une cagnotte. Donc si on doit parler de moralité, moi je veux bien qu'on reparle de la moralité, mais on va mettre sur la table toutes les cagnottes. Et je ne pense pas que Litchi soit aussi pointilleux pour, effectivement, pouvoir les comptes qu'ils nous demandent et les justificatifs qu'ils nous demandent pour chaque chose. Deuxième chose, pourquoi c'est politique? On a un deuxième volet qui vient, qui est au mois de décembre, où effectivement, on a demandé une action en responsabilité, où j'ai demandé les 3 millions d'euros. Alors c'est très simple, c'est de dire, on a eu 2 jours la cagnotte, il y avait 8800 personnes qui avaient donné pour Christophe, donc 70 000 euros par jour, grosso modo, il m'en manque 42, voilà, donc je fais 42 fois 70, et puis vous apprécierez comme vous voulez, puis à titre d'exemple, il y avait la contre-cagnotte des policiers qui a obtenu 1,4 million, donc c'est pas non plus totalement absurde, et c'est d'autant moins absurde qu'en réalité, la cagnotte a été clôturée avant qu'il soit condamné. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement de solidarité qui a démarré en faveur de Christophe, il a démarré à partir du moment où il a été incarcéré. Et là, on a eu des centaines de courriers en sa faveur, de gens qui ont été... Vraiment, ça a été ressenti comme une injustice. On a reçu des cartons et des cartons de courriers de soutien, des dessins d'enfants, des boîtes de chocolat, des petits chèques de petite grand-mère, enfin... Voilà, plein de choses adorables. On a reçu aussi des lettres de menaces, c'est vrai. Mais beaucoup de choses positives. Et effectivement, le mouvement de solidarité, il a démarré à partir du 9 janvier. Et le 9 janvier, il n'y avait déjà plus cette cagnotte. Donc voilà, ce que je veux leur dire, pourquoi les 3 millions. Et pourquoi c'est politique? Parce que au mois de décembre, le procureur de la République intervient au procès pour venir main dans la main avec Litchi plaider contre moi. On est dans un problème de droit civil, de droit des contrats. Ça s'est jamais vu. Moi, ça fait 20 ans que je suis avocate, j'ai jamais vu un procureur de la République se déplacer à l'audience pour dire, il vient au pénal, normalement, c'est logique, c'est sa place, mais pour dire, interférer dans une affaire de droit des contrats pour prendre parti, voilà. C'est juste... Vous savez, vous vous souvenez ce que vous avez... On est dans l'extraordinaire, voilà. Vous vous souvenez ce que vous a sorti, enfin, vous, tous ceux qui s'identifient spontanément aux Gilets jaunes, ce que vous a sorti Macron, venez me chercher. Mais ils sont venus le chercher. Alors, il n'est pas venu, lui.
il reste planqué. Mais enfin, il a mauvaise parce que le ballon, la balle est passée tout près. Hein. Le boulet du canon, il a senti le truc. De toute façon, il sait qu'il est foutu, encore une fois. C'est ce qu'on a dit. Ce que tu dis là, tu vois, sur Venez me chercher, c'était à propos de Benalla. Ouais. Et ça, c'est très intéressant au niveau aussi des symboles. Parce que dans les manifestations... Mais ça a été repris par des... Dans les J'ai mis une petite manifestations... vidéo de bien sûr. Gilets jaunes où il rappelle ça, le mec. Hein. Il s'en est souvenu, tout le monde a écouté. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans les manifestations, tu as deux personnages, disons, symboliques, qui sont en versus. Tu as Benalla, y compris Benalla, qui symbolise la barbouzerie, la corruption, la violence policière et surtout l'injustice totale, puisque l'arbitraire il n'a jamais du été prince. inquiété judiciairement, alors que les faits sont incroyables, y compris posent des problèmes dans les procédures judiciaires quand des coffres disparaissent. Donc c'est vraiment le fait du prince absolu, Benalla. C'est la protection du prince absolu, intouchable, au défi de toute justice, même la plus fondamentale. Et de l'autre côté, on a Christophe d'Ettinger, dans les mêmes manifestations, qui est porté comme un héros, avec le force et gueux, honneur, et qui, lui, a subi du même appareil judiciaire le pire, immédiatement, alors qu'il avait fait, plein la ce que gueule. tu dis, Laurence, des choses répréhensibles, mais dont la gravité est quand même très relative, de mon point de vue en tout cas, par rapport à ce que fait Alexandre Benalla sur la place de la Contrescarpe le 1er mai 2018. Mais Christophe n'a étranglé personne. C'était incroyable de violence Et la suite. et surtout Et la suite qui a été révélée, des turpitudes de Benalla et de sa bande. Les armes, la détention d'armes, et pas n'importe quelle arme, c'est pas le vieux fusil du grand-père, c'est des 9 mm Parabellum qui sont détenus, y compris au siège du parti En Marche, de façon totalement illégale. Donc des armes qui sont des armes... Et la perquise, la que dalle. Hein. Il n'y a plus rien. Un coffre qui disparaît dans des conditions dont tous les bons enquêteurs savent quelles ont été les conditions barbouzardes, appelons ça comme ça. Voilà. C'est quand même très symbolique de ce que tu ressens, Laurent, c'est qu'on est quand même dans un moment un peu exceptionnel du point de vue de la justice. Alors pourquoi, effectivement, c'est partant de ce sentiment-là qu'on a fait passer un message sur les réseaux sociaux, notamment pour, au nom de tous les gilets jaunes, parce que c'est majoritairement des gilets jaunes qui ont donné pour Christophe, dont l'argent est bloqué. Et on en vient à la plainte pénale. Et donc là, on a lancé une plainte pénale collective pour abus de confiance contre Litchi. Et on a aujourd'hui 55 plaignants. Donc c'est déposé. 1600. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Oui, on et puis arrive chaque petit à semaine, petit, j'ai des gens qui me contactent, donc je rajoute voilà, en disant mais au nom de quoi leur argent à ces gens-là est bloqué. Parce que si on se place du point de vue Christophe, bien sûr, alors lui on fait une exception, on enterre le code civil, d'accord, on a compris, mais si on se place du point de vue des gens qui ont donné, alors eux c'est carrément la Constitution qu'on oublie. Ah oui, c'est l'abus de Ça veut confiance dire que caractérisé. la Déclaration des droits de l'homme, le droit de propriété, ils n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent de leur argent, ils n'ont plus le droit de soutenir la cause de leur choix. La liberté de conscience, la liberté d'opinion, ça n'existe plus pour ces gens-là. Et on est en train de dire, ben vous, c'est simplement... Voilà, donc en termes de... Pourquoi ce dossier-là, il dépasse Christophe? Parce qu'effectivement, il y a un recul en termes de liberté publique qui est gravissime. Et moi, c'est ça qui m'a motivé pour cette plainte-là, parce qu'effectivement, les gens, je les connais pas directement, mais on a lancé cet appel sur les réseaux sociaux en disant, écoutez, et quand on aura peut-être 200 ou 300 plaignants, ils seront obligés, ils pourront pas enterrer cette affaire-là. Donc on commence à le médiatiser un petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, c'est extrêmement choquant. Et là, on n'est plus du tout dans on soutient Christophe d'Ettinger ou pas, on est vraiment sur un problème de liberté publique et de recul des droits dans ce pays, de plein de petites choses qui sont en train de se manifester. C'est presque imperceptible, mais petit à petit, voilà, on perd un petit peu de liberté chaque jour. À titre personnel, je pense que Antoine doit être assez d'accord avec moi, puisqu'on a, je suis un petit peu plus âgé que lui, mais on a un petit peu la même vision historique des choses. Je crois que c'est plutôt encourageant, parce qu'on voit là que le roi est nu. Le roi est nu. C'est très gros ce qu'ils font maintenant. Et d'ailleurs, ça passe très mal. Encore une fois, c'est parce que c'est la nullité de ce qu'il y a en face d'eux qui font qu'ils sont encore là. Mais à terme, c'est une condamnation décisive. Pas seulement aux yeux de l'histoire, hein, je pense. Aujourd'hui déjà, tu as raison. Ils font pas le job. Même leurs sponsors sont pas satisfaits du tout de Macron et de sa clique de tête à claque, comme je les appelle. Hein. Parce qu'ils sont maintenant identifiés comme ça, massivement.
y compris par toutes les classes moyennes, toute la petite bourgeoisie de classe moyenne qui s'est manifestée, comme l'a rappelé le camarade Leduc, et qui a elle compris. Vous avez le petit machin de Salnave, la Jojo le gilet jaune. A priori, la vision de classe et sans parler même évidemment de tout ce qu'on qualifie aujourd'hui de populisme, elle en est très loin. Hein. Mais elle est revenue de tout. Elle a une carrière, et même pour toute cette partie de la classe moyenne dite éduquée, qui était a priori très très loin d'avoir conscience des problèmes sérieux sociaux et non pas sociétaux qui se posaient dans leur pays, des injustices, appelons les choses comme elles sont, la lutte de classe tout simplement. Là, la force de tout le mouvement et de son héros symbolique est telle que le retournement idéologique est en train de se faire. Ça a été souligné encore tout à l'heure. Donc ça, je pense, c'est pour ça que je dis, il y a des raisons d'être, malgré tout, optimiste face à ce genre de situation. 100% d'accord. Le roi est nu. D'ailleurs, je l'avais écrit, je ne pensais pas rester dans le livre, c'est une des petites choses que j'ai retirées. J'avais fait quelque chose sur le roi est nu, au tout début du bouquin. Tu as totalement raison, le petit livre de Daniel Salnave, collection Tracts chez Gallimard, Jojo le gilet jaune. Daniel Salnave, elle est académicienne, Académie française. C'est une historienne, enfin c'est une spécialiste de littérature ancienne, c'est une agrégée, tout ça, c'est une personne d'une qualité littéraire, mais aussi dans le monde littéraire, de reconnaissance du monde littéraire qui est exceptionnelle. Et elle a fait ce livre d'empathie complète avec les Gilets jaunes et avec le peuple, la dimension du peuple. Et elle se dresse dans ce petit livre contre la désinformation. Ce qu'elle dénonce, c'est dans un milieu qu'elle connaît bien parce qu'il est autour d'elle, c'est le mépris. Elle dénonce le mépris qu'elle a constaté des intellectuels, des journalistes, de la presse, vis-à-vis du peuple. Et je veux dire quelque chose par rapport à ça. C'est que Christophe Détinger, ce que j'en connais maintenant, c'est qu'il a une conscience qui ne date pas d'aujourd'hui, une conscience politique, une conscience critique de notre société et de comment elle va mal et des causes qui font qu'elle va mal, c'est-à-dire la prédation de certains, les gens qui dominent mais cassent tous les cadres de la bonne vie. Karine, je peux me permettre de dire, en fait, il t'a éclairé, Christophe. Ah parce oui, que oui. tu n'étais pas, toi, complètement Non. sur sa longueur d'onde. Oui. Encore l'été dernier, je lui dis arrête, tu vas beaucoup trop loin, tu deviens... Tu te renfermes là-dedans, tu vois corruption partout, on est dans une république, on est dans un pays de droit, c'est pas possible. Et puis en fait, il m'a prouvé une nouvelle fois qu'il avait raison. Oui, ça c'est quelque chose de très terrible, beau, hein. tu vois, moi, C'est que terrible. je vois. C'est qu'entre Christophe et Karine, il y a aussi cette discussion permanente. Bien sûr, la discussion sur leur vie, mais sur le monde. Et Christophe est quelqu'un, moi, qui m'a épaté quand on a déjeuné chez Il est vous. visionnaire. Il est visionnaire. Il y a quelque chose chez lui, comme chez certains héros, de chamanique. Tout d'un coup, c'est pas un grand bavard, Christophe, mais tout d'un coup, il va dire quelque chose. Et alors là, le silence se fait. Hein. Pourtant, il parle pas fort. Et hein. toutes les oreilles, y compris les miennes, qui pourtant suis un grand bavard, se dressent parce que la parole, tout d'un coup, qu'il va dire, c'est ce qu'on appelle la parole de vérité. Tu sais, chez les Grecs, autrefois, il y a un très beau livre de Marcel d'Étienne, historien de la Grèce archaïque, même antique, qui était, qui était sur ça, sur ceux qui étaient, c'était en fait chamaniques, qui étaient porteurs de vérité, les premiers philosophes. Et c'est des paroles qui sont des paroles, d'ailleurs souvent avec une très grande force poétique, une très grande force stylistique, mais qui surtout touchent parce que ce qu'il dit, ah mais oui, je le savais, ou je m'en doutais, ou j'y pensais, mais je n'avais pas dit ces quelques mots qui sont la parole de vérité. Hein, et il y a ça, si je peux me permettre, Christophe, il nous épate aussi comme ça. Et la discussion sur la clairvoyance politique qu'il y a, voilà, qui est une clairvoyance très critique, hein, Très sombre, oui. très sombre, mais qui porte sur l'écologie, enfin sur tout ce qui ne va pas dans notre monde, eh bien, c'est lui qui a raison. Et c'est lui qui aujourd'hui démontre qu'il avait raison. Oui, ça peut paraître un peu cuistre, mais je vais prolonger ton allusion, puisque tu parles des présocratiques, des premiers philosophes. La philosophie, c'est la recherche de la vérité. C'est ça la définition initiale, au sens que tu viens de décrire. Mais ce à quoi me fait penser, si vous êtes dans une librairie,
peut-être la seule, paraît-il, en tout cas à Paris, hegeliano-marxiste. Ça veut dire des choses assez précises pour ceux qui connaissent. Donc je vais faire une référence, j'en ai fait à Marx déjà, une à Hegel. Mais nous on est mal à l'aise, parce qu'on est anarchiste. Une à Hegel, une autre. Mais et les libertaires ont table ouverte aussi Oui, ici, hein, je comme sais, tu le sais peut-être. Donc je ne suis pas du tout dogmatique. C'est pour ça qu'en réalité je ne suis pas, contrairement à ce que les gens pensent, stalinien du tout. Mais je voulais dire ceci, c'est ce que tu as évoqué à propos de la vérité, ce qui est tout de suite compris spontanément par tous. C'est ce que Hegel appelle l'universel concret, dont la définition c'est vrai pour tous, partout, toujours. Cette forme de vérité existe, en dépit de ce que nous ont raconté tous les philosophes relativistes de la fin des années 60, en particulier français. Je ne citerai pas de nom, mais les connaisseurs les identifieront. Donc, l'universel concret, ça existe, et il se manifeste. C'est l'événement, comme disent d'autres philosophes. Donc, ça nous renvoie à quelque chose de profond, ce qui explique la spontanéité, la réception immédiate par toutes sortes de gens, de classes, d'âge, d'idéologie, de rapports au social complètement différents, avec une conscience politique ou philosophique, une culture parfois très faible ou complètement antinomique, mais pour tous, spontanément, les choses ont été claires, clairement dites, à la fois par la simple apparition du mouvement Gilets jaunes et avec ce mouvement qu'il a suscité quasi spontanément, puisque je suis dans la cuistrerie hegelienne, je vais ajouter quasiment esthétique, au sens de visible et qui prend une forme connaissable, paf, tout d'un coup, il y a ce héros de la classe ouvrière qui est automatiquement créé. Et ça, c'est terrible pour ce qu'il y a en face. Indépendamment de la nullité de notre appareil idéologique et de nos journalistes et de notre gauche à la con. Alors, sans les références que tu mobilises là, cette question de la vérité est dans sa dimension philosophique, et telle qu'elle est déjà la question pour les présocratiques, eh bien, c'est une question centrale dans ce qui est vécu, parce que, on en parlait tout à l'heure, la post-vérité, les fake news, c'est une question qui n'est pas une question superficielle. Pas du tout. S'il n'y a pas de vérité dans la société, s'il n'y a pas de vérité entre nous, tout fout le camp et on en est à la violence. C'est très bien vu par Hannah Arendt dans les années 50-60 aux États-Unis. C'est très bien vu dans les contextes comme Orwell, les contextes totalitaires. Il y a un mariage, mais vraiment extrêmement puissant, entre mensonge et violence. Et à l'inverse, il y a un mariage extrêmement puissant entre vérité et paix, bonne vie, amour. Voilà, le registre de la vérité, qu'il soit celui de l'acte symbolique, et moi, quand je vois la vidéo de Christophe Boxant sur la passerelle, c'était un moment de vérité, parce que tout d'un coup, cette violence policière, elle est dénudée, le roi est nu, là aussi. Immédiate. Ce ne sont que des robots désarticulés. Et puis, elle est dans ses paroles aussi, parce que c'est vrai que quand Christophe est là, le fait qu'il soit interdit d'expression est quelque chose de très cruel, parce qu'il a à dire beaucoup, et il écrit. Et je pense que son moment va venir, où il pourra parler librement et dire des choses importantes pour beaucoup. Laurent, je te rassure, personne ne le pousse à s'exprimer avant que ce ne soit possible. Touche la cagnotte avant, parce qu'il va perdre son boulot. Oui, il faut. Mais je crois que, d'ailleurs, Christophe, il a une réflexion un peu nouvelle pour lui, parce que il est en train d'intégrer la nécessité de la prudence. Et c'est pas facile pour lui, parce que c'est un garçon qui, instinctivement, comme j'expliquais comment il est un sauveteur instinctif. Oui. Comment toujours, dès qu'il y a un problème quelque part, c'est lui qui se précipite. C'est aider la mamie d'à côté à mettre sa bouteille de gaz, ça part du petit geste de bonne action. Voilà. À Gwenaël, Antinori. Bon. Eh bien, il est obligé, là maintenant, mais quelque part, c'est peut-être bien pour lui aussi, de patienter, de prendre du recul, d'accepter que son épouse et puis son avocate puissent parler pour lui, mais il y a un moment donné, il va falloir qu'il puisse s'exprimer, parce que... c'est pas patienter qu'on lui demande. Alors pour l'instant, judiciairement, il a une interdiction de venir sur Paris pendant 6 mois. C'est-à-dire jusqu'au mois d'août, il n'a pas le droit de venir sur Paris. Mais la plupart des chaînes de télé et compagnie, il y en a beaucoup dans le 92 et tout. Mais il a en plus une interdiction qui est fixée, qui n'est pas judiciaire, mais qui est fixée par son employeur.
qui utilise le fait qu'il soit fonctionnaire, et donc on utilise le principe de devoir de réserve des fonctionnaires pour en faire une obligation de silence absolu en ce qui le concerne. Donc là, il a été sanctionné au plan disciplinaire par 1 mois de suspension d'activité sans salaire, parce que une équipe de Hanouna est venue l'attendre à la sortie du boulot, lui a tendu un micro, en lui posant comme question comment va votre nouvelle vie, vos nouveaux horaires. Il a eu 19 secondes de temps de parole, et on le sanctionne d'1 mois de mise à pied sans salaire, avec le message suivant: la prochaine fois c'est la révocation. Et dans le Il document, en a pour 30 mois comme ça. Non, il en a assez à vie. et ce qui est Ou incroyable, alors on lui dit, Parce qu'il est fonctionnaire on lui dit, territorial. voilà, Sinon, s'il parle, c'est... la prochaine Et fois qu'il voilà. prend la parole publiquement, dans il la sera décision révoqué, donc- disciplinaire, il est écrit noir sur blanc qu'on reconnaît bien qu'il n'a jamais parlé de son travail et de questions professionnelles. Ils l'écrivent en plus, mais voilà, que néanmoins Donc, on veut lui imposer. c'est politique. Il a Voilà. dépassé C'est-à-dire son que intégrité la de France dignité. entière parle de lui depuis le mois de janvier, l'a son traîné, insu. enfin, voilà, et le seul qui n'a pas le droit de parler, c'est lui. C'est Le bâillon, ça s'appelle le bâillon. En termes, Alors, En tant que fonctionnaire, on a quand même pourtant énormément de fonctionnaires dans notre appareil médiatique, voire au gouvernement, qui ne se privent pas de prendre des positions publiques. Voilà. Ce genre d'objection, vous n'avez pas pu la faire entendre par l'audience Le ministère disciplinaire public a duré 6 heures. Hein. Oui. On a refait venir Madame Antinori, le témoin, l'avocat du témoin, on a rejoué le procès pénal une seconde fois. ce qui Donc, est absurde déjà, de toute façon. Dans un cadre disciplinaire, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. c'était absurde, mais en même temps, j'étais contente que le maire, qui est son employeur, entende un petit peu un autre son de cloche et voie un petit peu aussi qui c'était, et on n'entende pas que la version officielle. Donc, on a pris le temps, Il est fonctionnaire territorial. fonctionnaire territorial au service voirie d'une municipalité. Donc, c'est pas non plus un poste hyper sensible. Et il ne s'est jamais exprimé, bien sûr, sur son travail. Donc, ça n'a jamais été... Je sais qu'il y aurait des choses à dire sur cette activité. Quelle est la réaction des syndicats Ils sont scandalisés. Oui, mais Ils ont été auprès de lui. Hein. Ouais. Il a été accompagné dans ils ne sont pas mis en grève totale. Non, mais la représentante a été horriblement choquée et scandalisée, et elle n'a jamais vu ça de sa vie en fait. Une nouvelle fois. Et Christophe pourtant l'avait prévenu, attention, ça risque d'être une pièce de théâtre. Et je peux en témoigner parce qu'avant la commission disciplinaire, il y avait l'espoir, y compris partagé par Laurence, que comme c'était du disciplinaire, ça allait se passer sur le registre disciplinaire qui doit traiter du professionnel. Et puis les élus qui étaient appelés, parce que c'est une commission paritaire en quelque sorte, les élus qui étaient appelés à siéger dans cette commission disciplinaire étaient plutôt alors, des élus de gauche, hein, sauf là, et puis, selon renseignement, plutôt pas mal disposés vis-à-vis de... Voilà. En réalité, ça a été un procès politique bis. Exactement sur le modèle du procès du 13 février. Ça a été sa réplique, mais quasiment parfaite. Et donc, on a interdit à Christophe la possibilité de s'exprimer, sous menace disciplinaire ultime, c'est-à-dire le virer pour faute grave et donc privative d'indemnité, s'il dit quoi que ce soit sur quelque sujet que ce soit. C'est le bâillon, c'est ce qu'on appelle le Mais bâillon. c'est illégal comme truc, parce que s'il va au prud'homme derrière, enfin il y a les Ça ne prud'hommes. sera pas les il y a prud'hommes, pas ça les sera un prud'hommes. tribunal administratif. Donc on part pour 2 ans de procédure et en attendant, il n'a pas de salaire et voilà. Voilà. C'est l'État, il est fonctionnaire. Et ce qui est frappant quand même dans cette affaire, c'est qu'on se dit quand même que, tu parlais de 1984 tout à l'heure, enfin tu parlais d'Orwell, je pensais à 84, Oui. avec la novlangue, et aussi l'invention d'ennemis, parce que dans 1984, ce qui est frappant, c'est qu'on voit que le gouvernement invente des ennemis, qui n'existent pas d'ailleurs. Et là, on voit bien que l'histoire de Christophe, elle est frappante pour ça. L'histoire du fusil dont tu parlais, etc. En fait, en même temps, quelques semaines après, il y a quand même Luc Ferry qui lui appelle à tirer sur les gens. Incroyable. Donc il lui fait un appel au meurtre comme ferait un terroriste. C'est-à-dire, c'est un vrai appel au Incroyable, les meurtre. paroles de Et tout d'un coup, on va chercher les gilets jaunes, parce que Christophe, il symbolise tous les gilets jaunes sur ce coup-là. Le traitement de Christophe, finalement, c'est le traitement de la crise des gilets jaunes par Macron. C'est taisez-vous, vous êtes comme si, vous des mensonges, enfin voilà, des calomnies sur calomnies sur calomnies, jusqu'à faire taire les gens en les menaçant, voilà, parce que c'est ce que tu es en train de raconter. Et là, ce qui est quand même très effrayant, c'est cette façon
d'inventer des ennemis, de créer une mythologie, en fait, presque. Oui, mais ça ne marche pas. Ah ça. non, mais ça là, fonctionne pas. je suis pas d'accord, parce que les ennemis, ils en ont vraiment. Ils ont compris qu'ils avaient des ennemis Non, et que même mais ils inventent- jamais. ils inventent des ennemis Excuse-moi, de la parce qu'il y a quand même une nation, chose qui est nouvelle dans l'épisode Ils en font Gilets des jaunes, terroristes, quoi. c'est qu'ils ont pris la c'est- conscience que non seulement ils avaient des ennemis, non seulement des ennemis de classe, Non, mais des ça, ennemis, on est d'accord. mais surtout un terme dont ils ont pris conscience et dont ils n'avaient pas idée. Même Ruffin, Dieu sait que c'est pas une flèche sur le plan de la conscience politique et idéologique, a dit mais vous êtes haïs, et c'est vrai. Et ils s'en sont aperçus, effectivement, ils ont suscité ce qui est nouveau dans la vie politique française, Oui. qui est pas où il y a eu beaucoup de conflits, La raison, les de débats, sentiments, les mais le sentiments sentiment sont- de haine, mais Non, mais pur, Mais ça, et aussi partagé à l'encontre de la classe dirigeante, ça c'est absolument nouveau. Hein. Je parle sous ton contrôle, on n'a Non, jamais mais je vu suis ça. complètement Hein. d'accord. Dans les 50 dernières Ouais. années, c'est du jamais vu d'en ça. faire des terroristes. Donc c'est vraiment des ennemis, oui, et ils ont peur de ces ennemis. C'est pas des faux ennemis qu'ils ont fabriqués. Oui, mais ce que vous dites, je pense que... Je pense qu'on est parce que- d'accord. oui, parce que moi, j'analyse ça comme ce qu'on appelle en anthropologie la montée aux extrêmes. Et depuis des années, c'est pas Non. des 2 ans de l'intronisation de Macron sur le trône royal de France. On sent monter progressivement dans notre société du fait de sa fracture qui s'approfondit, du fait des inégalités qui s'approfondissent, du fait des mépris qui s'alourdissent sur le peuple, et de l'autre côté, le sans-loi qui est complètement libéré, l'évasion fiscale n'a jamais été aussi forte. On sent monter de la haine, on sent monter la violence, symbolique d'abord, la violence dans les mots, on sent monter les extrêmes, c'est la montée aux extrêmes. L'histoire est faite de ça. Ce sont des grands cycles. Et on sait comment ça va finir. Ça se réglera de toute façon par de la violence. Alors, elle est déjà exercée par l'État principalement sur le peuple. Dans l'histoire, on n'exerce pas ad aeternam de la violence sur le peuple sans qu'un jour le peuple lui-même, sous quelle forme, personne ne peut le savoir parce qu'elle ne se reproduit jamais à l'identique. Mais c'est ça qu'ils font. Mais de ce point de vue-là, ils jettent sans cesse de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce qu'il faut le savoir, ça. C'est parce qu'ils pensent que dans la confrontation finale, qu'ils savent qui vient, ils seront les vainqueurs. Et ils sont en train de provoquer le dernier combat pour en finir une bonne fois pour toutes avec tout ce qui les empêche de régner absolument sur nos vies, sur l'économie. Il faut regarder ça en face. C'est pas des imbéciles. Ah non, Ils sont pas du tous, tout. d'ailleurs, dans le survivalisme. Hein. T'inquiète pas qu'ils s'occupent aussi de créer des espaces où ils seront protégés, etc. Ils ont véritablement décidé de mener une guerre au peuple, parce que nous sommes trop nombreux, tout simplement. Voilà, je crois que cette violence, et qui s'exerce très symboliquement sur la famille d'Étinger, parce qu'il faut voir ce que ça représente. Karine a fait un très très beau texte sur les 140 jours qui va être lu. Alors tu sais, c'est Emmanuel Leduc qui est devant D'accord. toi. Voilà, les sous-marins Comment jaunes. ça? Et ce très beau texte qui va être lu, je pense, Alors on ne sait pas encore, mais en tout cas au Festival d'Avignon. Alors ça, ce sera aussi lu au Festival d'Avignon, et on va faire un petit film aussi. Voilà. Voilà, je t'en parlerai, mais un petit D'accord. film. Mais aussi. qu'est-ce que dit Quel jour? Alors on ne sait pas encore, là, c'est encore en train de se dealer parce que les opérations dans les festivals, c'est très délicat. Parfois on a la chance d'avoir les directeurs de festivals qui sont OK, et parfois ils sont contre nous. Donc voilà, mais on espère que c'est dans le in et avec une comédienne réputée. Très réputé. Mais je voulais dire ça, c'est que le texte que Karine a fait, qu'elle m'a donné, qu'on a passé à Emmanuel, il raconte quand même cette violence qui est faite à une famille. Ah oui, c'est une violence au quotidien. C'est une violence déjà quand on rentre à la maison, tout est sans dessus-dessous, ils ont fouillé dans les boîtes de chocolat en poudre des enfants renversées, dans les sous-vêtements de mes filles, ça a été sans dessus-dessous, la salle de bain, mes meubles ont été cassés, ma porte d'entrée a été cassée, enfin, voilà, c'est une violence Les physique. cadeaux de Noël. Ils ont fouillé la crèche de Noël et le sapin de Noël quand même. Enfin, c'est absurde, hein, mais bon, c'est très violent. Il faut expliquer aux enfants ce qui se passe, c'est médiatique, les enfants on est obligé de les cacher pendant une semaine parce que les journalistes sont venus au gymnase du collège de mes filles pour interroger des élèves de la classe de mes filles. Enfin, il faut apprendre à gérer tout ça, on n'a aucun exemple, on n'a pas d'exemple similaire, on ne sait pas comment il faut gérer. Et on est seul face à l'État. Non, vous n'êtes pas Alors, seul. Non, mais Plus, en tout cas, vous n'êtes plus oui, seul. et on apprend effectivement qu'on a un soutien
indéniable du peuple français, mais je me suis jamais sentie aussi seule de chez moi avec mes enfants, quand mon mari était absent, évidemment. Et c'est une violence qui est délibérée, parce que je tiens à dire, et Mon Karine le avocat a sait. mis plusieurs jours pour avoir un permis de visite. Hein. Enfin, c'était 6-8 jours. On ça à ses enfants, qu'est-ce qu'on Voilà, et ben on raconte la vérité. Et c'est un officier, moi, de Voilà. police, qui me dit, mais on en a parlé avec Karine et Christophe, qui me dit La perquise. la perquisition chez vous, chez eux, c'était ce qu'on appelle une perquisition sale. C'est une perquisition qui était faite pour faire mal. Et il me dit, et quand on veut faire mal, intimider. on s'en prend à la famille, parce que s'en prendre à l'homme lui-même, c'est une chose, mais en fait, en séparant, par exemple, physiquement, une épouse et son mari, et que c'est les nuits, et qu'on pousse le sadisme à dire, oui, mais dans la journée, il peut être dehors, mais dans la journée, tu ne peux pas le voir. C'est-à-dire qu'on essaye d'introduire aussi dans un couple quelque chose qui va briser le couple. Ah, mais ils nous ont rendus plus forts. Mais voilà, il y a un véritable... Moi, je pense qu'il y a quand même, délibérément, un véritable sadisme judiciaire. Voilà, Et ils nous ont rendus plus forts. On voit bien, là je vais vous inviter peut-être à une conclusion, on pourra peut-être dédicacer le livre, etc. Après il y a un pot, hein, je vous rassure, après l'effort, le réconfort. Mais avant cette conclusion, oui, donc il y a, on voit bien qu'il y a un ensemble de l'appareil d'État qui est mobilisé, on a évoqué sous toutes ses couches, depuis l'appareil idéologique, judiciaire, répressif et autres, économique, par le biais de son employeur, sur ce gueux, hein, pour protéger le roi nu. Mais quoi qu'il fasse, et c'est pas simplement cette vidéo, je pense, j'espère, parmi d'autres, contribuera à ça, mais la population, le soi-disant populisme, puisqu'ils n'ont plus que ça pour qualifier ce qui n'est pas eux, les gens ont compris ça, ils ont intériorisé. Personne ne doute que ce soit ça la vérité, et ça va être, c'est absolument impossible à effacer. Donc voilà, c'était un encouragement, hein, à ma manière. Donc maintenant, je vais vous inviter peut-être tous les trois à conclure. Je commence. Ouais, vas-y, et puis... Dominique, moi je fais écho à ce que tu viens de dire, parce que je partage ton optimisme, c'est pas de l'optimisme d'ailleurs, je partage ton espoir. Je partage cette idée que la justice triomphera, que voilà, l'amour, toutes les choses. Et en fait, c'est aussi dans mon livre. Je l'ai mis sous le signe du printemps. Oui, achetez le livre. Hein, c'est quand même, on est dans une librairie, on est aussi là pour ça. Non, non, mais je rigole pas. Hein. C'est pas pour ça que je le dis, en tout cas, tu le sais bien. Je veux lire un tout petit texte qui est celui de Léon Blum, qu'il écrit en 1941. Il est enfermé au fort du Portalet, dans les Pyrénées, dans le froid. C'est déjà un homme d'un certain âge. Il pense qu'il est condamné à mort, entre juif et ancien président du Conseil, sous l'occupation, enfin, il n'était pas sous l'occupation, lui. Et il écrit ça. L'homme n'a pas deux âmes différentes, l'une pour chanter et pour chercher, et l'autre pour agir. L'une pour sentir la beauté et comprendre la vérité, l'autre pour sentir la fraternité et comprendre la justice. Quiconque envisage cette perspective se sent animé d'un invincible espoir. Que l'homme contemple le but, qu'il se fie à son destin, qu'il ne craigne pas d'user sa force. Quand l'homme se trouble et se décourage, il n'a qu'à penser à l'humanité. Eh bien voilà, moi c'est un texte qui m'habite depuis très 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 longtemps. Il fait écho d'ailleurs à un texte de Jaurès, il y a aussi Invincible Espoir. Mais il y a toutes les clés là-dedans. Il y a cet espoir, il y a cette humanité, et qui fait qu'en écrivant sur Christophe d'Étinger et ce qu'il représente, et tout ce qui va avec lui, y compris sa famille, eh bien ça nous nourrit, et ça nous nourrit d'humanité, et ça nourrit notre invincible espoir. Alors, mesdames, on conclura par Karine, évidemment, à tout seigneur, tout honneur. Moi, je suis un petit peu moins optimiste que vous. Je sais que voilà, tout le monde ne lit pas les livres. Et moi, ce qui m'a frappé dans l'affaire de Christophe d'Étinger, c'est aussi le traitement médiatique qui a été réservé à cette affaire-là. La vidéo de la scène sur la passerelle, elle a été visionnée 890 fois en boucle sur BFM, qui d'ailleurs a fini par faire son mea culpa et maintenant rechange un petit peu sa politique en disant qu'ils vont faire des boucles un petit peu
moins longues et qui vont essayer de varier un peu plus. Voilà. Mais en tous les cas, en ce qui concerne Christophe, le mal a été fait. C'est-à-dire qu'avant de passer en jugement, 890 visionnages, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait un lavage de cerveau à toute la France. Et qu'on a préparé l'opinion publique, les juges, la justice, à effectivement mettre une peine exemplaire. Et quelle est la force des mots par rapport à la force de l'image? C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut prendre le problème sous tous les angles. Les images ont tellement choqué les esprits que c'est presque impossible, à un moment donné, d'arriver à remonter la pente parce qu'il y a eu ce visionnage en boucle et ce conditionnement de l'opinion publique qui, effectivement, là aussi, ça fait partie du traitement exemplaire de ce qui a été réservé à Christophe, qui, effectivement, voilà, on a lavé les cerveaux. Je passe tout de suite la parole à Karine, mais juste une note. Le problème, justement, pour eux, c'est pas de l'optimisme. Je connais bien ce milieu, je ne vais pas te raconter ma vie. C'est que ça n'a pas marché. Ça a marché avec les obligés. La clientèle obligée qui sont là, l'appareil d'État, etc. La presse aux ordres, la plus servile qu'on ait connue, qu'on ait jamais vue depuis que je lis de la presse. C'est-à-dire ça fait quand même pas loin de 60 ans. Donc c'est du jamais vu. Mais ça n'a pas marché, c'est ça leur gros problème. Ils étaient sidérés de voir que semaine après semaine, il y avait toujours 60% dans les sondages de la population qui était globalement favorable à la poursuite de ce mouvement. Donc ça... Le gros problème, c'est justement que ça ne marche pas. Excuse-moi, j'étais juste pour relativiser. Je ne cherche pas à te convaincre, mais... Et Karine? Ben moi, je vais finir sur un article que j'ai lu aujourd'hui sur Libération. Le commandant Andrieux, qui est toujours dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, 2 poids 2 mesures. On condamne mon mari à 30 mois de prison. On le condamne une 2e fois à 1 mois d'exclusion à son boulot. Donc, perte d'argent, évidemment. Et monsieur dort avec son épouse. Alors tu peux rappeler peut-être au passage le commandant Andrieux, c'est le commandant qui a violenté 2 manifestants sur Toulon le même jour que Christophe. Voilà. Oui. 2 poids 2 mesures. Sur le site de les librairies, d'ailleurs, j'avais mis les deux images. Et 4 jours avant, le 5 janvier, il avait été décoré de la médaille. Oui. Alors qu'il y avait déjà eu des antécédents. Et ce monsieur n'a toujours pas d'enquête. Effectivement, concernant le commandant Andrieux, pas du tout. Il y avait effectivement des vidéos qui le voyaient très clairement porter des coups. Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y avait pas de difficulté de preuve. Et le procureur de la République de Toulon a expliqué qu'il n'y aurait même pas de poursuite engagée. Il a fallu que ce soit le préfet qui intervienne. Voilà, parce qu'on estimait que pour lui, il y avait un contexte. Et c'est effectivement une des choses qu'on a plaidé pour mais il n'y a pas d'enquête disciplinaire. Pour le commandant Andrieux, il y a un contexte. Et mon mari, pour lui, il n'y a pas de contexte. Il est venu au secours d'une femme dont il a sauvé la vie et on ne peut pas prendre en compte ce contexte-là. Donc effectivement, le 2 poids 2 mesures, il était flagrant. Comme effectivement, toutes les affaires de violence commises par les Gilets jaunes ou dégradations sont jugées semaine après semaine, et il y en a encore chaque jour, toute la semaine, en comparution immédiate à Paris, où on prend des peines à la chaîne. Les affaires de violence policière, il n'y a pas un dossier qui est sorti. Il n'y a pas un dossier qui est sorti, parce que c'est entre les mains du parquet, et volontairement, il y a un choix politique de faire traîner ces affaires-là. On ne sait pas quand sera jugée la première affaire. J'espère qu'en tous les cas, on fera partie du lot pour Madame Antinori, parce que nous, effectivement, ça sera le match retour. Eh bien voilà, donc à suivre. Oui, excuse-moi. Je vais juste finir sur une phrase d'espoir que j'ai dit à mes enfants depuis le premier jour. Tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Voilà, excellente conclusion. Bravo.